Bonjour et bienvenue dans les tutos maths. Aujourd'hui, donc, on accueille Thibaut Rioufret, qui est postdoctorant en sciences politiques. Il travaille donc à l'Université catholique de Louvain, au Centre de sciences politiques et de politique comparée. Et dans ses travaux, il a été amené à travailler sur pas mal d'entretiens et à se poser des questions autour de la retranscription. Et il a acquis une bonne vue des différents logiciels qui existent, qu'on peut mobiliser dans les sciences sociales. Et il a rédigé un article dans le bulletin de méthodologie, ce bulletin dans le BMS, un article qui dresse un grand panorama de ces logiciels. Et donc c'est ce titre qui va nous présenter ce travail dans les tutos à maths. Donc l'idée c'est que Thibaut fasse sa présentation dans un premier temps et ensuite qu'on ait un échange sur la présentation ou sur des retours d'expérience que vous avez. Si vous voulez intervenir, vous pouvez mobiliser soit le chat ou le module des questions et réponses et on va répondre, enfin, Thibaut répondra à vos questions. Donc du coup Thibaut, je te laisse la parole pour 3/4 d'heure, 1 heure de présentation et tu prends des questions en cours de route, enfin, si tu veux faire des pauses, voilà, tu gères ta présentation comme tu veux. Voilà, Très bien. à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire donc sur les logiciels de transcription, comme l'a dit Benoît. Alors avant de commencer, déjà remercier les organisateurs des tutos maths pour l'invitation qui m'ont fait de venir parler devant vous aujourd'hui et puis pour leur aide technique afin que ce webinaire se passe au mieux. Alors c'est vrai que la transcription des matériaux d'enquête, que ce soit des entretiens, des focus group, des enregistrements d'observation, est une activité centrale de la recherche qualitative, incontournable mais chronophage, voire fastidieuse. Elle est souvent un préalable à l'analyse, mais elle en fait partie également, et c'est ce que j'aimerais vous montrer aussi un peu aujourd'hui. Alors, les publications et les manuels sur les manières de transcrire sont désormais assez nombreuses, que ce soit dans les publications francophones ou anglophones. Cependant, nombre d'entre eux négligent encore largement l'usage de logiciels. Alors lorsque c'est le cas parfois, ils tendent à se restreindre à quelques-uns des outils existants. Alors il y a certains développeurs de logiciels, c'est le cas par exemple de F4 et F5 Transcript, qui proposent des manuels de transcription généralistes disponibles en ligne, mais qui ne mentionnent pour l'essentiel que les outils développés par l'entreprise et ou compatibles avec ceux-ci. Alors, à force de regarder un peu sur Internet, de me renseigner pour mes propres recherches, de discuter avec des ingés, des chercheurs, il m'a paru utile d'esquisser un panorama finalement des différents logiciels à la disposition du transcripteur pour lui faciliter le travail, garantir la qualité des transcriptions. Alors ça fut, je ne vous le cache pas, un long travail qui a donné lieu à une première communication au séminaire médecine à Sciences Po, et surtout, donc, comme l'a dit Benoît, la publication d'un article 39 du bulletin de méthodologie, donc qui va paraître en juillet, qui est déjà disponible en online published first. Alors, je vous ai mis une référence dans la bibliographie à la fin du diaporama. Alors, ma présentation dans le cadre de ce webinaire s'inscrit donc clairement dans le prolongement de cet article, j'y reviendrai un peu. Alors, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, il est double. Il s'agit d'une part de proposer une synthèse des principaux outils existants, c'est-à-dire de finalement d'aider à s'y retrouver face à une offre pléthorique en la matière. Alors, tant pour des raisons de temps que d'ennui garanti ou de droit d'éditeur, je vous éviterai la présentation en détail des formats, des informations techniques pour chacun d'eux. Je les ai compilés sous forme de tableau dans le papier et je vous invite donc à aller chercher dans l'article l'information dont vous avez besoin ou de me demander lors de la séance si vous avez telle ou telle question précise. Je vais pas à chaque fois, ce serait évidemment long et ô combien ennuyeux. D'autre part, et c'est un peu l'autre objectif, c'est pas simplement proposer une liste d'outils, parce que finalement rajouter face à l'offre pléthorique une liste comme ça, muette, ça n'aide pas, mais simplement une série de critères simples qui permettent de choisir le logiciel le plus adapté, alors aux besoins de sa recherche, à son corpus, à ses compétences aussi.
Alors, dans ce cadre-là, j'ai essayé de distinguer donc, ces quelques critères à avoir en tête pour pouvoir choisir de manière pertinente. En l'occurrence, j'en avais isolé 9. Alors, ça fait beaucoup et en même temps, il m'a paru nécessaire de lister un peu qui sont plus techniques, déjà clairement d'un point de vue méthodologique. Donc du coup, ces critères, vous verrez, en fait, c'est presque simple et évident, et en même temps, il s'agit d'aller un peu au bout de la logique. Donc le premier critère, c'est le rôle de la problématique et de l'objet de recherche, en gros le type d'approche, qui est celui du ou de la transcripteur-transcriptrice. La spécificité du terrain, la plateforme sur laquelle fonctionne l'outil, la disponibilité du logiciel, je reviendrai sur ce que j'entends par disponibilité, le mode de représentation des données, l'articulation des supports, le format des données, évidemment pour ces outils-là, les outils de lecture et de traitement qui sont implémentés dans ces outils, et puis enfin les fonctions d'analyse qui sont proposées plus ou moins par certains de ces logiciels. Donc la présentation d'aujourd'hui sera construite un peu autour de ces 9 critères. Donc, autant le dire tout de suite, ce webinaire ne se veut pas une formation technique à l'utilisation de tel ou tel logiciel, mais se positionne plutôt en amont, c'est-à-dire en se voulant une aide pour choisir quel logiciel je peux choisir qui serait adapté à mes besoins. C'est pour ça que je l'ai intitulé « L'embarras et le choix ». Pas simplement pour le trait d'humour, mais parce qu'il me semble que le choix des outils est dans les faits assez peu choisi. Chacun de nous est un peu livré à lui-même, finit par choisir l'outil en fonction de celui qu'utilisent les collègues, celui qui est disponible sur les postes au labo, celui que préconise le formateur, ou celui dont la présentation sur le web semble la plus alléchante, sans qu'on sache toujours distinguer ce qui relève de la publicité et de l'information dans la technique. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, choisir implique un moment de réflexion avant de télécharge tel ou tel outil. Et on verra. Il me semble que c'est d'autant plus important qu'au final, y aller à l'aveugle fait perdre. Alors, quelques précisions liminaires avant d'entrer dans le vif du sujet. D'abord, cette présentation sera centrée sur les logiciels de transcription stricto sensu, c'est-à-dire de l'audio ou de la vidéo vers l'écrit, ou d'alignement audio ou vidéo textuelle. C'est-à-dire que j'ai retenu les logiciels de transcription manuelle généraliste et des logiciels multimodaux qui permettent non seulement une transcription fine des sources audio-vidéo, mais aussi ils ont des fonctionnalités d'annotation, d'exploration des corpus multimodaux. Donc multimodaux au sens où il y a plusieurs modes de communication comme l'écrit, la parole, l'image, comment aligner tout ça, comment synchroniser tout ça. Je le dis parce qu'il existe d'autres solutions techniques pour la transcription que j'aborderai peu ou pas, et qui, à mon avis, sont intéressantes, mais simplement, déjà, on ne peut pas tout traiter, et puis vous le verrez, il me semble qu'il y a encore de la place pour d'autres formations, d'autres webinaires pour parler un petit peu de ça. Alors, ce dont je ne vais pas parler, ça peut paraître étrange, mais parce qu'il me semble que c'est important aussi que vous ayez ces éléments-là à côté, en complément ou à la place des logiciels de transcription. Le premier d'entre eux, c'est presque tout bête, c'est le couplage d'un logiciel de traitement de texte et d'un logiciel de lecture audio-vidéo. Il est sûr que les logiciels de transcription font gagner du temps par rapport à cette solution-là. C'est-à-dire utiliser LibreOffice et puis un player du type autre. Cela étant dit, on n'est pas obligé de se lancer nécessairement dans l'utilisation d'un de transcription. Déjà, si on sait bien utiliser ce couplage d'un traitement de texte et d'une lecture audio, ça peut faire gagner du temps. Et il me semble qu'on sous-estime un peu simplement le fait qu'on peut optimiser ce truc-là. La deuxième chose, ce sont les logiciels de reconnaissance vocale. Alors, j'insiste déjà à ne pas confondre avec les logiciels de dictée vocale parce qu'il y a beaucoup de publicité, pour le coup, de logiciels qui se présentent comme des logiciels de transcription qui sont en fait de la dictée vocale. Et alors, vous pouvez lui dire, répéter éventuellement ce que dit l'enquêté, mais ils ont vraiment beaucoup de mal à reconnaître des voix qui n'ont pas déjà subi un apprentissage en amont. Alors certains logiciels de transcription sont couplés avec des logiciels de reconnaissance vocale, dont là j'en parlerai, c'est le cas de Express Scribe qui fonctionne avec Dragon en fait, qui est le leader un peu des logiciels de reconnaissance vocale. Il y a les pédaliers de transcription, là encore certains logiciels de transcription sont compatibles avec certains pédaliers, donc attention aussi à ne pas acheter le pédalier, puis il faut penser cet environnement, cet écosystème technique là ensemble pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises et des achats qui vous serviront à rien. Des choses qui peuvent faire gagner du temps, mais dont le coût d'entrée est moins évident. Alors ça s'adresse peut-être à des gens qui ont, on va dire, une culture geek, mais des dispositions de clavier alternatives de type Dvorak, Bepo ou Colemac, c'est-à-dire de
l'organisation, pas AZERTY ou QWERTY, une autre organisation du clavier qui peut effectivement faire gagner du temps. N'ayant que ça à faire, j'ai regardé les championnats du monde de tapotage sur Internet, et effectivement, Dvorak est arrivé loin devant les autres dispositions. Mais donc ça peut éviter notamment les troubles musculo-squelettiques. Alors pour les transcripteurs professionnels, pas un argument mineur, c'est-à-dire de voir aussi qu'il y a une dimension de travail, d'utilisation des mains, et ces dispositions-là, notamment utilisent beaucoup plus le petit doigt, peuvent alléger un peu la donne. Il y a aussi certains CAGDAS, donc c'est des logiciels d'aide à l'analyse qualitative qui permettent de faire la transcription, notamment MaxQDA. Je ne l'aborderai pas ici pour des raisons assez évidentes. En fait, c'est que si on commence à parler de CAGDAS, c'est une littérature qui est déjà très riche. Par ailleurs, vous l'avez vu, il y a déjà un webinaire sur NVivo Atlas qui a été fait par Stéphanie Adrial et Annie-Claude Salomon. Donc, je vous y renvoie, mais sachez que ça existe potentiellement. Donc, si vous vous intéressez au CAGDAS, éventuellement dites ok, je peux peut-être faire la transcription, mais n'utilisez pas un CAGDAS que pour la transcription, l'achat serait inutile, et par ailleurs, c'est des outils assez coûteux, la plupart du temps. Et puis les dernières choses, c'est les outils de retranscription. Donc ça me permet de faire une précision. Ici, on parle bien d'outils de transcription, c'est-à-dire du passage de l'oral ou la vidéo à l'écrit, et non d'un texte manuscrit ou tapuscrit papier à sa version numérique. Il existe d'autres outils de retranscription. Il y a le plugin Scripto sur la plateforme Omeka. Il y a le wiki du projet Bentham ou encore Transcribus. Donc c'est d'autres formes on va dire de passage d'un mode à l'autre. Ce ne sont pas exactement ce qu'on va aborder ici. Voilà. Alors, par ailleurs, je ne prétends pas faire un panorama exhaustif. Hein. Vous l'aurez compris, ça serait sans doute très présomptueux de ma part de tous les logiciels, encore plus fonctionnalités. En l'occurrence, la présentation, elle portera là sur 24 logiciels, ce qui est déjà pas mal le boulot. Donc, voici la liste. Alors je les ai sélectionnés à la fois parce que ce sont les plus utilisés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, une communauté d'utilisateurs, donc des forums, des chats, un certain nombre de choses, d'informations qu'on peut trouver sur Internet, pas toujours, et parce qu'ils sont développés par une entreprise ou une communauté qui garantit à minima, je dis bien à minima, leur relative pérennité. Par exemple, je n'ai pas référencé Transcriber, qui fut pourtant l'un des premiers logiciels open source de transcription performant. Il est d'ailleurs toujours utilisable, mais en fait, il a été remplacé dans le développement par Transcriber AG. Donc, je parle de celui-là. Par ailleurs, à la fois par humilité et puis par probité, il convient de préciser que je ne suis pas un spécialiste de tous ces logiciels, et surtout de préciser d'où je parle, depuis quelle position disciplinaire, méthodo, etc. Moi, je suis un politiste, qualitativiste de formation, formé dans une veine de sciences politiques qui est plutôt voilà, marquée par la sociologie, l'histoire. Je suis un utilisateur PC assez rétif vis-à-vis des Mac, même si ça a des vertus, et j'utilise Linux et dans une moindre mesure Windows. Et surtout, je transcris pour l'essentiel plusieurs centaines d'entretiens maintenant, soit complètement, soit retravailler les transcriptions qui avaient déjà été faites, dans le cadre d'enquêtes individuelles et collectives. J'ai moins travaillé sur les focus group, même si ça m'est arrivé plus récemment, et vous verrez, on en parle, c'est pas la même manière de transcrire, et c'est pour ça que je connais mieux certains logiciels, et ma manière de parler est située de ce point de vue-là. Enfin, je connais et utilise régulièrement une petite partie d'entre eux. J'en ai téléchargé d'autres pour pouvoir les tester en vue de la rédaction de l'article. Et surtout, j'en ai ajouté parce que il me semblait que c'était important pour les utilisateurs de Mac qu'ils aient aussi de quoi manger dans la liste, de quoi trouver des éléments. Toujours dans la même optique, pardon pour c'est pas des digressions, il me semble que c'était important de préciser pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est bien un work in progress, en aucune façon un discours définitif. D'une part, j'ai refusé de payer certains logiciels propriétaires, ExpressScribe, Transcribe par exemple, Transcription Helper, ou de donner mes données personnelles pour pouvoir accéder au manuel d'utilisation. Ça me rend un peu fou qu'on ne puisse pas accéder à un manuel d'utilisation avant d'acheter un outil. Donc j'ai pas pu toujours vérifier l'intitulé du format natif ou la véridicité de certaines informations sur les formats, surtout sur l'interopérabilité. Dans l'article, c'est marqué sous forme d'un point d'interrogation. Alors si vous avez ces logiciels-là, n'hésitez pas,
je le vois aussi d'une manière collaborative. Je ne prétends pas un discours définitif, c'est d'une manière d'avancer un peu pour une contribution collective. Et je finis là-dessus, cette longue introduction. Ce papier a bénéficié des conseils et suggestions de nombreux collègues, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingé. J'ai repris les apports d'un certain nombre de publications qui comparent certains de ces outils ou travaux de repérage publiés sur le web. Donc je vous ai mis l'essentiel de ces références en biblio et en webographie en fin du diapo, de manière à ce que vous puissiez vous-même être autonome et aller voir ces éléments-là que j'ai essayé. Et ensemble, je garde le monopole du blâme, toutes les éventuelles erreurs ou approximations commises ici sont miennes, mais je ne saurais prétendre à celui de la louange. Et surtout, je vois cette contribution plutôt comme une première base d'information et de discussion qui permettent à des collègues spécialistes de tel ou tel outil ou telle méthode de pouvoir amender, compléter, contribuer à ce panorama. Et dernière chose, je précise que je n'affectionne guère les leçons magistrales longues, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, des remarques, des informations à nous faire partager, je suis évidemment preneur. Le but est que cela vous serve au maximum et que ça soit le plus interactif possible, et c'est précisément ce que permet un dispositif comme le webinaire. Voilà. Alors, on va, si vous le voulez bien, du coup, commencer par, pas par le plus simple, mais sans doute l'un des trucs les plus importants, c'est le premier critère à avoir en tête. Je suis en recherche d'un logiciel de transcription, j'ai déposé éventuellement une demande de financement, tout ça. Avant d'aller voir les outils d'un point de vue technique, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que je veux étudier, quelle dimension je veux étudier dans mes entretiens, dans mes matériaux. Et vous verrez que dès qu'on parle de logiciel de transcription, c'est le même mot, mais il y a une série de malentendus qui, en fonction de la discipline, de la méthode, etc., arrivent inévitablement. Alors j'ai essayé de serrer un peu ça. Transcrire, c'est pas simplement écouter et mettre sur papier ce qu'on entend. Le mythe de la transcription comme reproduction fidèle, le transcripteur comme copiste, c'est un temps et des conceptions qui sont révolues. On sait que tout corpus est une construction. Il n'y a pas donc de transcription, puisqu'elle dépend de ce qui est recherché dans le corpus de vos problématiques, méthodos, théoriques, etc. Et là, j'insiste, c'est que le premier principe de la transcription, c'est que c'est pas avant l'analyse, ça fait partie de l'analyse. On va déjà sélectionner dans la manière de transcrire ce qui nous intéresse. Deux personnes, potentiellement, ne vont pas transcrire de la même manière parce qu'ils n'auront pas le même problème. Et ce principe est encore plus pertinent lorsqu'on utilise des logiciels qui ont des fonctionnalités d'annotation et d'exploration intégrées. C'est-à-dire que l'analyse, non seulement n'est pas après la transcription, mais pendant la transcription, vous pouvez avoir des idées et noter, grâce à des petits systèmes de balises, de mémo, etc., vos premières idées d'analyse. Donc vous voyez que ces outils-là permettent de faire ça aussi. Alors, la première question à se poser, c'est quelle est la granularité de la transcription dont vous avez besoin, c'est-à-dire le nombre, la précision et le type de phénomène à transcrire. C'est jusqu'où on va dans les détails. Ce d'autant plus qu'on peut toujours revenir aux données sources avec des logiciels de transcription parce que vous avez des systèmes de minutage interactif ou d'alignement où vous cliquez sur une petite balise, vous retrouvez l'audio. Donc est-il besoin d'avoir une transcription extrêmement fine alors que l'on peut retrouver très rapidement le passage qui nous intéresse? Donc voilà, ces outils-là aussi nous obligent à dire peut-être que la transcription la meilleure n'est pas la plus fine, mais celle qui me permet de retrouver plus vite l'élément qui m'intéresse. Alors de manière schématique, et c'est ce que j'ai listé dans le diapo, on peut distinguer 4 grandes dimensions. Bon, on peut en discuter, c'est plus fin, c'est plus compliqué, mais ça permet simplement de s'y retrouver un peu. Qu'est-ce qu'on recherche dans ces entretiens, de ces matériaux? Est-ce que c'est finalement au niveau de la langue, phonétique, phonologie, logique, orthographe, la syntaxe? Est-ce qu'on s'intéresse davantage à la situation d'énonciation, ce qu'on appelle les actes de langage, tout ce qui est mimo-gesto-postural, les gestes, la posture corporelle, les interactions entre les locuteurs? Est-ce que finalement ce qui nous intéresse c'est plutôt la sémantique, c'est-à-dire très concrètement, entre guillemets, le contenu, les idées, les valeurs, les représentations de vos acteurs, ou des informations factuelles sur est-ce que vous faisiez partie ou pas de tel ou tel groupe? Est-ce que vous avez assisté à tel et tel événement? Ou encore le discours au sens large de l'analyse du discours, c'est-à-dire finalement tous les discours embarqués dans ce que dit l'enquêté. Et vous verrez que en fonction de finalement votre discipline, de votre méthode, vous allez insister plus ou moins sur l'un de ces points-là. Finalement, on privilégie un aspect sans pour autant sacrifier les autres, mais c'est un peu comme la distribution des rôles au théâtre. On détermine qui va jouer le premier rôle et qui seront les personnages secondaires. Et précisément en fonction de qui joue le premier rôle et les personnages secondaires, on ne va pas faire la même transcription.
Par exemple, si vous êtes linguiste ou philologue, linguiste dans un sens logico-grammatical, vous étudiez préférentiellement la langue. Si vous êtes par exemple en phonologie, ce qui vous intéresse, c'est les phonèmes d'une langue pour former des mots. La phonétique, ce sera les sons eux-mêmes. Et dans ce cadre-là, il y a des logiciels qui sont faits pour vous. C'est des logiciels de transcription qui sont très spécialisés, avec un fort degré de granularité, comme Pratt et Phone. Ça, c'est parfait pour la phono et la phonétique. Si vous êtes plutôt en socio, sciences politiques, histoire, la plupart du temps, c'est un peu schématique, compliqué, mais ce qui nous intéresse, c'est le contenu des énoncés, en le rapportant au contexte de l'époque ou du groupe auquel ils appartiennent. Finalement, il s'agit d'étudier plutôt le sens, donc soit ce qu'ils disent, des informations dont on a besoin, soit des schèmes de représentation, des catégories de pensée, etc. Alors le contexte d'énonciation, il intéresse les sociologues, les politistes, etc. Et pour cela, dans la transcription, il va intégrer ce qu'on appelle du paratexte. C'est le fameux crochet ou parenthèse avec « il rit », le téléphone sonne, l'on soupire. De même, ça peut être intéressant pour un sociologue de marquer le fait qu'un locuteur utilise beaucoup le « y », il y aime bien, qui peut signer éventuellement une origine sociale populaire ou des origines campagnardes qui disent quelque chose de la classe sociale. Donc, évidemment qu'en sciences sociales, de sociologie par exemple, on s'intéresse à autre chose que le seul contenu. Néanmoins, c'est tendanciellement plutôt le contenu qui nous intéresse, et le contexte d'énonciation, le discours, c'est un petit peu les personnages secondaires dont on a besoin pour bien interpréter. Non, j'avais cru entendre. Pardon, je suis perturbé par divers bruits. Je vais devenir psychotique, je pense. Dans cette approche... Ouais, non, c'est des gens qui arrivent, donc il doit y avoir des petits signaux, des petits bips qui arrivent de temps en temps, mais c'est... Ok, très bien. Donc, entre la linguistique qui s'intéresse beaucoup à la langue et les sciences sociales qui sont beaucoup dans l'ensemble la sémantique, vous avez des formes intermédiaires. Alors, par exemple, si vous êtes en analyse du discours ou en sociolinguistique, ou encore là vous intéressez, c'est d'abord la situation d'énonciation, les interactions entre les locuteurs, la manière dont l'interaction se co-construit. Si vous êtes sociologue, ça peut vous intéresser aussi, mais c'est par exemple pour tester l'effet enquêteur sur les réponses de l'interviewé. Est-ce qu'il répond comme ça parce qu'à chaque fois il y a une question avant qui oriente le discours, qui oriente le choix des mots, ce genre de choses. Bref, tous les phénomènes peuvent être pertinents et tout est intéressant. Le problème est finalement quel type de transcription je vais adopter en fonction de ça. Si je veux vraiment quelque chose d'extrêmement précis dans la situation d'énonciation, dans les interactions, je vais avoir besoin d'une transcription fine du verbal, avec les troncations, avec les pauses, avec les hésitations. À ce compte-là, Elan est sans doute le logiciel le plus adapté parce qu'il vous permet d'aligner plusieurs lignes de transcription. C'est-à-dire non seulement plusieurs locuteurs, mais plusieurs événements, ce qu'ils appellent des événements à côté des locuteurs. Par exemple, l'action. Donc je vous donnerai des exemples là-dessus. Donc ça vous permet vraiment de donner tous les éléments d'une situation. Clan, il est particulièrement indiqué dans le traitement du récit. Transcriber AG aussi. Mais aussi la description des interruptions, des reprises, des variations de prononciation, parce qu'il a un système de codage et d'adaptation qui est très riche. Donc il vous permet de rapidement retrouver visuellement les informations comme celle-là. Exmaralda ou Fokker, c'est un peu un entre-deux. Donc vous voyez, en fonction d'où vous venez, vous n'allez pas forcément choisir le même outil, ou en tout cas pas en faire le même usage. Ce qui est sûr, c'est que si par exemple vous faites de l'analyse du discours et que vous voulez faire de la lexicométrie, analyses. Vous aurez besoin de transcriptions qui sont lisibles et qui sont standardisées d'un point de vue de l'orthographe. Il y a des outils dans les logiciels de transcription qui font ça. Donc ne pas faire la transcription, puis ensuite dire, bon, maintenant comment je standardise, etc. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Donc voilà, vous arrivez à dire, tiens, qu'est-ce que je choisis comme logiciel? La première question à se poser, elle est en dehors du logiciel, c'est qu'est-ce qui m'intéresse? Et ensuite, en fonction des différentes fonctionnalités de ces logiciels-là, dont je vais parler bientôt, vous pourrez dire, ok, ça colle, ça j'en ai besoin, ça c'est moins important, etc., etc. Alors, le deuxième critère, c'est la spécificité du terrain. Alors, vous allez me dire, c'est un peu évident, mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Il me semble qu'il y a deux éléments qui sont importants pour la transcription, c'est le type de locuteur et les conditions d'enregistrement des données. Alors, spécificité du terrain, ça veut dire déjà que vous spécificité des enquêtés. Certains locuteurs ont des caractéristiques vocales spécifiques qui rendent parfois l'écoute
et donc la transcription assez difficile. Ça peut être des accents, ça peut être des variations dans la modulation de voix, la fameuse voix chevrotante, c'est éventuellement des énonciations qui sont difficiles à entendre dans les situations de pleurs, ça arrive dans des enquêtes un peu difficiles, les enquêtés pleurent, et bien de fait ça rend, ça rend la voix du locuteur compliquée, quoi. Ça peut être des problèmes de diction aussi, des déformations palatines, des bégaiements, des osotements, voilà. Alors après, il y a aussi des enquêtés ou des enquêteurs, hein, c'est pas réservé qu'aux enquêtés, qui parlent parfois très vite. Premier maintenant probablement d'ailleurs. Qui parlent rapidement, voire trop rapidement, si bien que ça rend la chose compliquée. Donc ils mâchent leurs mots. Alors dans ce cas, vous avez des outils de traitement du son, j'y reviendrai dans le critère 8, comme la fréquence, le débit, qui peuvent faciliter le travail du transcripteur. Et je vous assure, pour l'avoir testé, que quand vous avez une personne âgée avec un fort accent méridional qui a une voix dans les basses, vous avez besoin de ce genre d'outils pour arriver, avec un vieux enregistrement des années 80, vous avez besoin d'utiliser ces petits outils de traitement du son pour comprendre certains mots. Voilà. Et il y a une fonctionnalité qui est offerte par la plupart des logiciels présentés qui consiste par exemple à ralentir la vitesse de lecture de la bande. Et ainsi, vous découpez artificiellement l'enchaînement des phonèmes de manière à comprendre certains bouts de phrases. Ça peut être très, très utile, très pratique, c'est vraiment pas compliqué à utiliser. D'autres interviewés ont un débit et une articulation normaux, mais la fréquence de leur voix fait qu'on distingue mal certains passages. Par exemple, il y en a qui finissent la fin de leur phrase. Ils baissent la tonalité des voix en fin de phrase. Alors, moi j'aime beaucoup Pratt, même si c'est difficile à utiliser, je l'utilisais pas pour mes propres recherches, mais il offre au transcripteur la possibilité de modifier la tonalité des voix. Et de parvenir ainsi à comprendre des mots qu'on ne comprenait pas avant. Je vous parle de ça, ça peut être donc ça peut être aussi des problèmes qui ne sont pas liés au locuteur, mais qui sont liés à la qualité de conservation des données. Par exemple, l'usure de la bande magnétique fait que vous avez des voix modifiées très ralenties comme ça. Donc le traitement peut vous permettre de faire ça. Et puis, vous avez certains enquêtés qui présentent des spécificités langagières. Alors, évidemment, les bébés, les jeunes enfants, les étrangers qui maîtrisent mal la langue des personnes âgées, des handicapés physiques ou mentaux. Alors, par exemple, pour le traitement du langage de l'enfant, Plan est sans doute le logiciel le plus adapté, parce qu'il est précisément conçu pour traiter les corpus étudiant l'acquisition du langage. Donc là-dessus, si vous êtes plutôt sur ça, un logiciel multimodal avec les enfants c'est très important parce qu'ils ne parlent pas que par la parole. Et avec Flamme, c'est tout à fait. Deuxième sous-critère, il y a la spécificité des enquêtés, puis il y a la spécificité du terrain, de l'enregistrement, les conditions d'enregistrement des données. Alors, la majorité des entretiens et des observations en sciences humaines et sociales, c'est réalisé sur le terrain, c'est-à-dire sur le lieu où évoluent peu ou prou les enquêtés. Ou en tout cas en dehors du laboratoire, c'est-à-dire le lieu de rendez-vous convenu entre enquêteur et enquêté, le fameux bar auquel vous avez donné rendez-vous à tel enquêté. Dès lors, le lieu où est réalisé l'enregistrement des données orales ne dépend que partiellement de la volonté de l'enquêteur. Souvent, on vous dit on se rejoint là, et puis voilà. Le fait qu'il ait lieu dans un lieu plutôt calme, au contraire, dans un endroit bruyant, a des effets sur le mode de transcription de l'entretien et peut jouer dans le choix des outils. Alors je me retrouve toujours à ce fameux bar PMU où la seule table disponible pour s'asseoir avec l'enquêté était à côté de l'enceinte avec la radio à fond, ou bien les travaux du chantier jusqu'à côté du bâtiment. Cette observation qui est un marteau piqueur. Bon, bah, typiquement là, à défaut d'un logiciel de transcription, il vous faudra au moins un logiciel de traitement du son. Si les deux sont réunis, c'est encore mieux. Donc traitement du signal audio, vous pouvez éliminer le souffle ou le bruit de fond sur la bande, c'est très pratique. Encore une fois, moi je ne suis pas pro logiciel de transcription pour tout. Il existe encore une fois, par exemple Audacity ou des logiciels voilà, de traitement du son font déjà bien le job. Hein. Mais ça existe. Et il y a d'autres cas plus rares, mais qui existent, où les entretiens sont réalisés plutôt en laboratoire ou dans le cadre d'un protocole expérimental, avec captation vidéo, mise en situation, des jeux de rôle. C'est souvent utilisé en linguistique, en sciences cognitives, en infocom, pour analyser les interactions en situation, soit des interactions entre humains, soit des interactions humain-machine.
Et là, il faut réfléchir dès le début, avant même la réalisation du terrain, à la transcription dont vous aurez besoin. Et la plupart du temps, vous aurez besoin de logiciels multimodaux avec un alignement audio-vidéo textuel. Et là, c'est CLAN, ELAN ou Xmeralda qui sont les plus adaptés et de fait les plus utilisés dans ce cadre-là. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si encore une fois vous avez des questions ou ce genre de choses. Sinon, on peut enchaîner donc sur le troisième critère, qui est un critère un peu plus simple et en même temps qui est tellement simple que parfois on oublie. C'est la plateforme, c'est-à-dire sur quelle plateforme tel ou tel logiciel de transcription fonctionne. Alors il y a le système évidemment. Il y a le système d'exploitation, Linux, macOS, Windows ou iOS si vous êtes sur des tablettes ou des smartphones, etc. Et il y a la localisation du programme. Est-ce que le logiciel est à installer sur le disque dur? Est-ce qu'il fonctionne avec un navigateur web ou est-ce qu'il fonctionne avec des applications smartphone? Le premier paramètre technique à envisager, c'est le système sur lequel fonctionnent ces outils. Alors, par exemple, il y a deux des logiciels référencés qui fonctionnent que sous Mac, 5 exclusivement sous PC et les 17 autres sur les deux systèmes. Alors vous allez me dire, pour l'instant j'en sais rien, je vais prendre les 17 qui fonctionnent sur les deux, j'ai pas besoin de réfléchir. Sauf que l'une des règles d'or lorsqu'on cherche un logiciel pour son enquête, c'est vrai pour la transcription comme pour d'autres outils, c'est de ne jamais oublier que les informations disponibles sur le site de chaque logiciel ne sont pas toujours fiables ou exactes. Qu'il s'agisse de logiciels payants ou gratuits, chaque promoteur de logiciel a tendance à dire qu'il fait un peu tout, c'est ce que j'appelle le syndrome couteau suisse, et qu'il marche sur n'importe quel système ou OS, operating system ou système d'exploitation. Alors en réalité, les choses sont soit un peu plus compliquées. Vous avez par exemple des outils qui fonctionnent sur les deux systèmes, systèmes PC Mac, mais par contre sur Mac, vous n'avez pas certaines fonctionnalités. Donc, mauvaise surprise, vous l'avez installé, voire vous l'avez acheté, et vous vous rendez compte que certaines des fonctionnalités mises en avant dans le guide disponible pour les utilisateurs, finalement, n'existent pas pour vous, ce qui est un petit peu ennuyeux. D'où le fait, voilà, faites attention à ça, faut penser à ça. Le deuxième paramètre technique, c'est le système d'exploitation. Là encore, c'est la même chose. Certains logiciels sont promus comme fonctionnant sous Linux, sauf que Linux connaît plein de différentes, les Ubuntu, etc. Par ailleurs, sur certains sites de logiciels, il existe une confusion entre Linux et Unix. Ça paraît un détail de vraiment discussion, mais macOS fonctionne sous Unix. Il y a une couche open source et une couche propriétaire. Ça veut dire que potentiellement, vous vous dites c'est bon, j'ai Linux, ça a fonctionné. En fait, non. Donc ces petites informations-là, j'ai envie de dire, c'est presque évident ce que je dis là, mais voilà, de lister un peu, de dire est-ce que ça fonctionne effectivement sur tout ça. Et puis, il y a la question de la localisation du programme, et ça c'est une vraie question, parce que ça renvoie aux usages, à vos manières de bosser, à vos habitudes de travail. Alors, 3 des outils qui sont recensés dans l'article et dont je vous parle ici sont des applications en ligne, c'est le cas de Easy Transcript, OTranscribe et Transcribe. Donc si vous utilisez un logiciel en ligne, veillez à bien penser à avoir une connexion stable. C'est-à-dire utiliser par exemple OTranscribe dans le train, vous dépendez de la qualité de la Wi-Fi. Hein. Je le dis d'autant plus qu'on va arriver à la question des sauvegardes et là on va vraiment se marrer. C'est-à-dire que donc, il faut une connexion stable. Il faut que votre navigateur soit compatible avec ces logiciels. Par exemple, Transcribe ne fonctionne sans problème qu'avec Google Chrome. Donc voilà, il faut aussi savoir ça en disant si vous êtes un utilisateur Firefox, Safari, Edge, je ne sais pas, vous aurez de mauvaises surprises. Donc pour un peu visualiser, ça se présente comme interface vraiment très, on dirait des anglo-saxons. Ce que vous voyez, c'est ce que vous... il n'y a vraiment pas de superflu, c'est de la transcription très simple. Et toujours dans cette idée sur les logiciels qui sont en ligne, il y a certaines précautions en termes d'enregistrement et de sauvegarde. Par exemple, un autre logiciel qui est extrêmement simple et qui est en ligne, donc Transcribe dont je vous ai parlé, il se présente comme ça. Donc a priori, vraiment très simple à utiliser, c'est assez apprécié notamment par les journalistes. Le problème c'est qu'il sauvegarde automatiquement dans l'espace de stockage du navigateur chaque seconde ce que vous avez fait. A priori, super.
Toutefois, il peut perdre le travail effectué pour plusieurs raisons, notamment une modification du cache sur le navigateur web de l'utilisateur, ou bien une mémoire locale pleine. Donc ça veut dire que si vous utilisez ces outils-là qui sont très simples, très pratiques, très mobiles, il faut aussi penser qu'en termes d'enregistrement, on doit changer de manière de faire. Étant un serveur en ligne, il n'y a pas de fonction enregistrée. Ça veut dire que la seule possibilité de sauvegarder le travail, c'est de l'exporter. D'où la nécessité absolue d'exporter régulièrement et de ne pas laisser une transcription non exportée sur un ordinateur pendant des heures. Je dirais que c'est vrai en général, mais c'est encore plus vrai dans ce cas-là. Et puis, enfin, le choix du système d'exploitation ou de son navigateur web. D'accord, la localisation du programme, c'est pas simplement une question technique, c'est une question politique et déontologique. Par exemple, on sait que Google, sur lequel fonctionnent certains de ces logiciels, duplique l'ensemble des données des utilisateurs. J'ai un exemple qui est bien à propos de Transcribe, qui encore une fois est un outil vachement bien intéressant, mais il y a aussi une face un peu plus problématique, qui garantissent sur leur site le respect du caractère privé des données, donc les fichiers audio et les transcriptions ne quittent jamais l'ordinateur, ce qui est vrai. Toutefois, il est lié à une application Google sur smartphone. Ce point est central car les données dans les entretiens ne concernent pas simplement les chercheurs. J'insiste là-dessus, il y a le droit des enquêtés à voir leurs données personnelles. Ils ont répondu à l'enquêteur, ils n'ont pas spécialement besoin ou envie de voir leurs données crawlées par Google. Je le dis d'autant plus que parfois on est sur des sujets extrêmement sensibles, soit d'un point de vue sécuritaire, soit d'un point de vue données personnelles à caractère sensible. Et voilà, ça ne vous a pas échappé, il y a le règlement européen qui est passé il n'y a pas très longtemps, donc je pense même que juridiquement c'est attaquable. Ça peut poser des problèmes et des chercheurs peuvent se voir attaquer là-dessus. Donc à avoir en tête, en tout cas, sans vouloir faire peur, il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc ça, c'est pour les logiciels, on va dire, en ligne. Il y a les autres logiciels qui sont installés uniquement sur le disque dur de l'ordinateur et qui n'ont pas besoin de connexion Internet. Alors, Transcriva propose les deux options. Vous avez sur le disque dur ou sur le serveur web. Il n'y a pas véritablement de synchronisation entre les deux, donc attention à quelle version vous utilisez, vous travaillez. Donc faites du versionning et soyez très vigilants sur ça. Alors par ailleurs, vous avez trois d'entre eux qui proposent aussi des applications smartphone. Il y a Easy Transcript, OTranscribe et Transcriber Pro. Alors je sais que vous allez en faire de votre Transcribe, où il y a toujours script quelque part. Donc, ça, je renvoie évidemment à l'article et puis au diaporama. Donc ces trois-là, Easy Transcript, OTranscribe et Transcriber Pro, ont des applications smartphone. Il y a aussi deux des logiciels de transcription parmi les plus simples qui proposent une version portable sur clé USB sans installation. C'est Listen and Write et c'est PMTrans. Alors, le Listen and Write se présente sous des formes, encore une fois, ça c'est des petits logiciels de transcription qui font des choses très basiques, qui peuvent faire le job. Alors, encore une fois, j'alerte sur le fait que ces outils sont intéressants, mais si c'est sur clé USB, il vous convient de ne pas enregistrer ces transcriptions, les données elles-mêmes sur la clé USB, que uniquement l'outil, car ce n'est pas un support fait, je vous apprends rien j'espère, pour la sauvegarde, mais uniquement pour le transfert. Contrairement à un disque dur externe, ça va être difficile à récupérer une clé USB qui aurait craché. Et puis, hormis les précautions donc en matière de sauvegarde et de protection des données, il n'y a pas de bonne solution, mais plutôt des usages. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Le choix de tel ou tel outil dépend avant tout de vos habitudes de travail. Alors, si vous avez l'habitude de travailler en ligne, de recourir beaucoup à vos smartphones, d'autres qui transcrivent plutôt dans les transports chez eux, donc vous voyez, ça fait partie des critères. Qui ne sont pas souvent explicités, mais il faut limite, et je reviendrai à la conclusion, faire une petite liste en disant voilà mes usages des outils, voilà mon corpus, voilà ma méthode, et là on peut commencer à s'y retrouver, voir quel est le bon logiciel. Il revient donc à chaque transcripteur, transcriptrice, s'il travaille seul, j'y reviendrai pour les questions de l'équipe, de choisir l'outil qui correspond d'abord à ses usages. Ensuite, le quatrième critère, c'est la disponibilité. Disponibilité, c'est un terme excellent, mais j'avais besoin d'un mot qui permette d'englober des choses autour de cette idée-là, c'est-à-dire l'accès, la licence et le coût de ces logiciels. L'accès, c'est répondre à la question
où puis-je trouver cet outil? Alors le plus souvent, il est téléchargeable directement en ligne sur le site du logiciel. Plus rarement, il faut demander au développeur. Alors c'est le cas d'Exmeralda où vous pouvez télécharger le logiciel, mais vous avez besoin d'un mot de passe qui est fourni par le développeur. C'est des petites, voilà, des petites astuces comme ça. La licence, c'est savoir si ce logiciel est propriétaire ou bien open source. C'est-à-dire, est-ce que le code est ouvert et accessible, ce qui garantit dans une certaine mesure une certaine pérennité et surtout la possibilité de l'adapter à ses propres besoins si vous-même vous avez des compétences techniques en termes de codage ou si vous avez la chance d'avoir des ingénieurs, des informaticiens qui possèdent ces compétences-là. Et puis le coût, c'est-à-dire savoir si le logiciel est gratuit ou payant. Alors, je m'arrête 2 secondes là-dessus. Encore une fois, je ne dis que des choses finalement basiques, mais je pense que c'est important d'en remettre une couche parce que je vois régulièrement quand même des collègues qui font ces confusions-là, qui se font avoir aussi parfois par la publicité de certains logiciels. Il y a une confusion entre la licence et le coût qui vient de la terme libre et plus encore. Il y a nombre de références certains des logiciels comme étant free, désignant tantôt le fait qu'ils soient gratuits, tantôt le fait que ce sont des freeware, donc ils sont gratuits, ils sont propriétaires, tantôt enfin le fait que c'est des free software, donc ils sont open source. De même, vous avez des logiciels propriétaires qui sont shareware, c'est-à-dire gratuits temporairement, le temps de l'essayer, alors que les payware, il faut payer directement. Donc il y a un peu une confusion là-dessus. Je propose ce petit tableau qui permet simplement de poser des questions aux enfants à chaque logiciel en disant « T'es qui toi ? Est-ce que tu es payware? Est-ce que tu es vraiment un free software, etc. etc. » Et j'ai été surpris d'avoir du mal à trouver les réponses à ces questions. Je pense que j'ai passé une centaine d'heures en fait pour la rédaction de l'article, aussi parce que c'était dur d'avoir des informations très simples sur les formats, sur ça. Donc c'était toujours pas dit. C'est une sorte de mensonge par omission. Voilà. Et concernant le coût, il existe des logiciels qui ont une version gratuite et une version pro, payante, une sorte de version premium, ce qui est très à la mode, comme ExpressScribe et Inkscribe, ou des logiciels qui ont des versions gratuites pour un temps donné. C'est-à-dire des shareware comme Transcriva ou HyperTranscribe. C'est-à-dire que vous avez les deux cas de figure, temporairement gratuits ou bien version gratuite avec moins de fonctionnalités que des versions payantes. Dans ce cas, il faut que vous vérifiez quelles sont les fonctionnalités, les options, la fonctionnalité, les formats, la compatibilité avec les logiciels extérieurs qui existent dans la version gratuite. Par exemple, il y a moins de possibilités de logiciels avec des médailles transversales, la vidéo dans ExpressScribe dans la version gratuite. Donc c'est pas rien quoi. Et les versions d'essai sont pratiques pour tester l'outil. Moi je vous invite à l'utiliser quand vous le pouvez, parce qu'on ne peut pas toujours télécharger ce qu'on veut sur les logiciels du labo, mais les versions d'essai sont pas mal pour tester un petit peu l'outil. En revanche, ça arrivait quelques étudiants, voire collègues, qui les utilisaient pour une recherche en disant j'ai 1 mois, je vais faire toutes mes transcriptions, et après c'est bon. Je déconseille fortement cette solution. Il y a des imprévus dans la tâche de transcription qui retardent le planning prévu et les périodes d'essai sont souvent courtes, c'est généralement 30 jours. Par ailleurs, toutes les fonctionnalités, je l'ai dit, ne sont pas offertes dans la version d'essai. Il existe des logiciels gratuits qui évitent d'avoir à recourir à cette solution qui me semble vraiment problématique, d'utiliser des versions d'essai, de faire la transcription, puis ensuite de passer à autre chose. Ça me paraît un peu gênant quand même. Dans l'ensemble, je suggère, mais ce n'est que mon point de vue, que lorsque c'est possible, de recourir à des logiciels open source, notamment parce que, contrairement à leurs homologues propriétaires, ils garantissent, à mon avis, une meilleure pérennité et la protection de vos données. Par exemple, la licence GPL, qui est la grosse licence libre, garantit que, quelles que soient les options prises au cours du développement du projet, une version stable et efficiente du logiciel entièrement libre est toujours disponible. Ça signifie que la dernière version du logiciel pourra toujours lire vos données enregistrées sous une version précédente. Ce qui est loin d'être le cas des logiciels propriétaires. Même des logiciels simples. J'ai récupéré dans le cadre d'analyse secondaire des données de les premières versions de Word, autant dire que le Word actuel, dans l'époque c'était Word 2010 qui essayait de le lire, il interprétait les apostrophes et les accents comme des signes asiatiques. Donc on a des vrais enjeux là-dessus. Et puis le code source étant ouvert, même s'il est plus développé, ce qui
arrive par son concepteur original, potentiellement, il peut être repris et amélioré par d'autres, ce qui fait qu'on a une possibilité, contrairement à la boîte qui ferme, de pouvoir le réutiliser. Voilà pour ces questions simples, encore une fois, je prétends rien révolutionner, mais qui me paraissent importantes d'avoir en tête pour choisir de manière pertinente. Alors, il me reste à peu près combien de temps? Je te rends de te préparer une petite affiche, 20 minutes, Ouais. elle pourrait être assez 20 minutes? Ouais. Il va pas laisser l'histoire après éventuellement tu reviendras sur certaines parties si tu veux pour après, mais c'est pour amorcer la discussion. C'est très bien. Merci. Voilà. En tout cas, c'est très clair. J'espère que t'as pas trop chaud et te sens, t'es pas tout seul, hein. On t'écoute et on est là. Très bien. C'est très bizarre de parler à son ordinateur tout seul. Ah, mais je comprends, ouais. Allez, je te rends l'antenne. Donc le cinquième critère, c'est la représentation graphique et visuelle des données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation parfaite des données transcrites, mais des modèles qui correspondent, encore une fois, à des usages. Alors, graphique, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la question de la manière dont vous allez présenter votre texte qui est né de l'oral. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez trois principales possibilités. L'orthographe adaptée, l'orthographe standard et des transcriptions qui sont ce qu'on appelle phonétiques et ou phonémiques. L'orthographe adaptée, c'est très proche de l'énonciation orale, c'est souvent ce qu'on fait dans les transcriptions. Ça peut être très difficile à lire, notamment parce qu'il y a beaucoup d'élisions, des gens qui ne finissent pas leurs phrases, ce genre de choses. Les qui sont très réguliers, etc. Parfois, ça donne potentiellement une image péjorative du locuteur. C'est vrai. Je veux dire, vous prenez le même entretien, vous le transcrivez en orthographe adaptée ou en orthographe standard, vous avez l'impression qu'il n'est pas de la même classe, quoi, qu'il ne parle pas de la même manière. Et donc, c'est important de voir cet effet de la transcription aussi sur la perception qu'on a des enquêtes. L'orthographe standard, c'est facile à lire puisque ça correspond à nos habitudes de lecture dans n'importe quel livre, article, etc. Elle ne produit pas d'effet péjoratif. En revanche, elle lisse l'oral, c'est-à-dire que c'est très lisible, c'est très pratique pour les analyses automatiques, indispensable si vous voulez faire des analyses automatiques. Vous devez avoir un orthographe standard pour comparer vos enquêtés dans leur manière de parler. Mais en lissant l'oral, vous risquez de perdre précisément la subjectivité de votre enquêté, vous risquez de perdre ces petits tics de langage, plein de choses qui potentiellement peuvent aussi être signifiantes. L'orthographe standard aussi fait sauter des changements qui vont du coup devoir être identifiés avec des marques conventionnelles spéciales. C'est-à-dire que vous avez des conventions de notation qui ont été développées en analyse conversationnelle. Donc si vous choisissez de l'orthographe standard, vous allez devoir compléter votre transcription avec l'ajout de notation pour rajouter ces informations-là. Donc il n'y a pas de solution magique. Oui. Je suis pas sûr de comprendre ce que c'est l'orthographe adaptée. Tu auras un exemple? Ouais, l'orthographe adaptée, en fait, c'est l'orthographe standard, mais tu rajoutes tous les éléments de langage qui sont propres à ton enquête. Il y aime bien, de tout à l'heure. De fait, on va enlever le il y aime bien, parce que sinon ça rend incomparable cette phrase-là avec d'autres phrases. Il aime bien dans d'autres dans d'autres passages ou dans d'autres transcriptions. D'accord. Donc adapté, c'est retranscription fidèle en quelque sorte. On pourrait dire ça. C'est vrai qu'en linguistique, ils appellent ça adapté. C'est cette idée-là. C'est l'idée de, au plus près de ce que dit, de la subjectivité, de la singularité de ce qui est dit par l'enquêté. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Merci. Cool. Puis le troisième type de transcription, on appelle ça des fois la transcription étroite. C'est plus connu sous le terme de transcription phonétique. Ça reproduit les détails des interactions comme l'accentuation, l'articulation de certains mots, la prononciation plus bruyante d'autres mots, la superposition des voix. Alors, quand vous faites de l'analyse conversationnelle, c'est essentiel. Donc là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose de encore plus multi.
déjà dans la transcription textuelle, orthographe standard ou adaptée, il existe une transcription moins hardcore que le phonétique, c'est la transcription phonémique, c'est-à-dire une transcription qui est un peu plus light et qui est finalement un résultat très très fidèle à la production orale, mais avec des systèmes de notation qui ne sont pas habituels pour la plupart des gens qui ne sont pas linguistes ou phonéticiens, etc. Surtout, c'est très chronophage comme transcription et impossible à lire pour les néophytes. C'est vraiment un truc hyper spécialisé. Voilà. Alors, que vous utilisiez ou non un logiciel de transcription, il faudra vous poser la question de quelle représentation graphique je veux avoir. La plupart du temps, on prend la première en la lissant un peu pour arriver à la seconde. On est un peu dans un entre-deux là. Mais ça vaut le coup de se poser ces questions-là. Donc, si vous choisissez cette transcription phonétique phonémique, vous ne pourrez le faire qu'avec des logiciels multimodaux comme Anvil, Clan, Elan, Exmeralda, Folker, Phone ou Pratt. Donc tous ces noms un peu bizarres, ce sont les logiciels multimodaux. La transcription orthographique standardisée, elle peut se faire sous des logiciels de transcription généralistes, moyennant des conventions langagières standardisées. Même si vous n'avez pas de système de balise ou d'annotation, vous téléchargez sur Internet des conventions internationales sur le langage de l'enfant, le langage etc. et vous standardisez votre transcription comme ça. C'est d'autant plus important si vous déléguez la transcription à des étudiants, etc. Et enfin, évidemment, l'orthographe adaptée, c'est les logiciels de transcription généralistes sont tout à fait suffisants. Une fois que vous avez choisi votre représentation graphique, il faut choisir la représentation visuelle. Et là, il y a plusieurs options, donc je vais être un peu plus rapide. La première option, c'est le texte entre guillemets classique, ce qu'on appelle une présentation de texte. Alors vous voyez pas mon curseur, mais vous voyez là c'est une capture d'écran de transcriber. Vous voyez qu'une ligne correspond globalement à une intervention, une phrase d'un locuteur. En l'occurrence, vous avez le nom des locuteurs qui sont mis en avant, surlignés avec des couleurs, Patricia Martin, Simon Tivol, etc., etc. Ce ne sont pas des enquêtes existantes, je vous rassure. J'ai respecté scrupuleusement la loi. Une autre représentation visuelle, c'est plutôt celle-là. On est toujours dans du texte, mais on va avoir de l'insertion de balises, de caractères spéciaux un peu bizarres, qui sont en fait donc reconnus comme par tel ou tel logiciel comme étant des indicateurs. Là, dans le cas présent, si vous avez les petits ronds juste là, c'est les indicateurs d'alignement temporel. Vous savez qu'à cet endroit-là, si vous cliquez, ça correspond à un minutage et à la présentation audio. Vous entendez le son. Donc, autant la première, elle est relativement simple d'usage, même si Transcriber, c'est déjà un petit peu plus évolué que d'autres transcriptions classiques. Vous avez votre texte et puis c'est tout. Celle-là, dans les deux cas, cette idée que temporel, c'est on avance dans l'entretien en descendant. Alors que dans les présentations de partitions, ça je le passe rapidement, c'est aussi une présentation de texte pour les focus group, mais je vais sauter. Pour la présentation de type partition, donc là c'est un extrait d'un article de Paris et Morgenstern sur le logiciel Elan. Là vous voyez bien que la succession temporelle est de gauche à droite. Donc chaque ligne correspond à un locuteur, mais aussi à un événement. En l'occurrence, vous avez la mère et Madeleine. La mère dit bravo, et en même temps, elle finit d'applaudir quand elle commence à applaudir quand elle finit de dire bravo. Donc on le voit sur action mère, sur la troisième ligne. Madeleine lit encore un livre, mais avant, Madeleine avait commencé à se lever, etc. Donc vous voyez que là, on est dans un alignement non seulement audio-textuel, mais un alignement action-discours. Action énoncés oraux. Donc là, on est vraiment, et vous comprenez que du coup, on a besoin de passer de gauche à droite, on est vraiment dans des systèmes de multimodaux extrêmement fins, avec un degré de granularité hyper précis. Donc, les logiciels de type, les représentations de type texte sont largement majoritaires. 19 sur 24 des logiciels ont des présentations de ce type-là, voire encore plus simples. Pour la mise en page, dans Transcribe, il n'y en a presque pas, si ce n'est d'Italica et du Gras. Moi, je trouve que c'est un petit peu gadget, ces questions-là, parce que de toute façon, une fois que vous avez fait votre transcription, vous pouvez toujours faire une copie de traitement texte et faire la mise en page que vous voulez. C'est pas là l'essentiel.
Alors, pour avancer un peu, donc là, on a déjà cette question de l'articulation des supports, c'est-à-dire comment on va relier l'audio et le texte, ou la vidéo et le texte. Alors, il y a deux grandes options. La première, c'est ce qu'on appelle le minutage interactif. Vous insérez dans la transcription un timestamp, un marqueur de temps, où il y a le minutage qui correspond à la bande audio. Donc c'est non seulement l'indication, par exemple 2 minutes 30, mais vous cliquez dessus, et lorsque vous cliquez, vous retrouvez la partie audio-vidéo en dessous qui apparaît. Si on reprenait notre exemple avec Transcriber HD, ça ferait des choses, vous voyez, vous cliqueriez sur un indicateur, et en dessous, vous retrouviez immédiatement la ligne, par exemple, je sais pas, la ligne bleue ou la ligne jaune qui correspondrait à ça. Donc ça peut être assez pratique sous des formes même plus simples encore que ça. On va le voir en quoi. L'autre option qui est déjà plus avancée, c'est l'alignement temporel. L'alignement temporel, c'est pas simplement qu'on transcrit, au sens strict, on passe du son au texte, mais on articule le texte, le son et parfois l'image animée. Et ça, c'est vraiment intéressant, mais évidemment, la transcription est beaucoup plus longue. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Alors, dans tous les cas, l'articulation des supports, elle a un intérêt, c'est qu'on n'est plus sur un matériau textuel, on est sur des matériaux audio-textuels ou vidéo-textuels, ce qui change la manière de concevoir nos données. Ça peut être intéressant, évidemment, pour l'analyse, ça peut être intéressant aussi pour la restitution. Vous voulez faire une présentation dans le cadre de votre communication, vous pouvez présenter un extrait audio. Moyennant une règle légale, c'est que le son est une donnée personnelle qui permet d'identifier la personne en soi juridiquement, donc il faut faire attention à ces questions-là. Mais autre option, certains logiciels vous permettent, par exemple, de mettre du texte dans de l'image animée, c'est-à-dire faire du sous-titrage vidéo. Donc pas obligé nécessairement d'aller sur des logiciels de sous-titrage et de montage vidéo un peu complexes. Vous avez ces possibilités-là dans certains logiciels de transcription. Alors, j'avance un peu. Du coup, il y a les formats des données. Alors, en gros, il y a les formats évidemment d'import audio et vidéo, je ne reviens pas sur les détails. En gros, tous les logiciels ne sont pas capables d'importer tous les supports, évidemment. Sur les 24 logiciels recensés, seul Phone n'a pas de format fichier audio importable. Ça veut dire qu'il traite le son via les vidéos, donc il n'a pas de fichier audio en import possible. 4 autres d'entre eux ne peuvent importer de fichiers vidéo, c'est Folker, PM-Trans, Pratt et Transcriber AG. Parce qu'ils sont spécialisés dans la transcription vocale. Donc vous voyez, là encore une fois, dans votre choix de logiciel, ça a une incidence. Des logiciels payants comme ExpressScribe mettent en avant vraiment une liste très impressionnante de formats audio et vidéo pris en charge. Cela étant dit, à la limite, peu importe, puisque vous pouvez toujours utiliser un logiciel de conversion en amont de fichiers, de format de fichiers, pour pouvoir utiliser le logiciel de transcription que vous avez. Donc voilà. Pensez aussi que la grosse force d'ExpressScribe, c'est que ça, même si c'est utile logiciel, vous avez ça. Mais il y a des outils et open source qui font le même travail, mais simplement c'est dissocié. Vous devez faire ça, puis ça, etc. Voilà, donc je l'ai dit aussi, donc les logiciels payants, la liste des formats importables est plus réduite dans la version gratuite que dans la version professionnelle. Par ailleurs, il y a des fois des promesses un peu abusives ou des omissions. Dans le cas de retranscribe, certaines vidéos YouTube ne supportent pas la fonction ralentir la vitesse de lecture. Ce qui est un peu gênant parce que de plus en plus de collègues travaillent précisément sur les vidéos YouTube. Enfin, c'est pas parce qu'un logiciel est capable de lire un format qu'il peut l'utiliser pleinement. Par exemple, Sona lui peut importer du MP3, du OGG, M4A, mais en fait, pour représenter la bande son visuellement, il faut que ça soit du Wave. Donc vous voyez, il y a la possibilité d'import, mais on ne peut pas l'utiliser pleinement. Il y a l'import de fichiers texte simplement dans 7 d'entre eux. Pourquoi? Parce que pour la majorité d'entre eux, ils ont été pensés pour être la première interface pour passer l'audio ou de la vidéo au texte. Donc ils n'ont pas imaginé qu'on a déjà un premier texte qui serait déjà là. Là encore une fois, vous pouvez faire un copier-coller. Donc à la limite, il n'y a pas de possibilité d'import de fichiers de texte, mais au fait d'un copier-coller, ça fonctionne très bien. Enfin, il y a l'import de corpus multimodaux alignés, c'est-à-dire que certains logiciels permettent d'importer des corpus de son texte déjà alignés dans d'autres logiciels, et ça c'est extrêmement pratique et un bon argument pour l'interopérabilité. Pour les formats d'export, il y a
Seul Anvil ne permet pas d'export texte. C'est toujours sous forme de corpus aligné. Pour le reste, vous avez des exports alors de texte, ça peut être des fichiers de traitement de texte, RTF, TXT, DocX, ODT, ou assimilés, genre PDF ou HTML5. Ça peut être des fichiers e-book, EPUB. Ça peut être du fichier en format texte plus structuré comme du XML. Et ça, c'est extrêmement important, notamment si vous voulez passer ensuite dans des logiciels statistiques. Vous avez encore des tableurs, même chose, avec juste le texte, les timescodes et voilà. Et enfin, vous avez, donc je l'ai dit, oui, la possibilité d'export audio ou vidéo. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les sous-titres vidéo ou pour les présentations auprès des enquêtés, ce genre de choses-là. Alors, je voulais vous parler un peu des enjeux autour des formats, sur l'interopérabilité, la pérennité, etc. Je mentionne simplement deux outils, The Transformer et Transcriber.js, qui sont des outils qui permettent une interopérabilité entre certains logiciels multimodaux. Donc, vous avez déjà travaillé pour aligner votre texte et votre son, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'outil le plus adapté, vous ne perdez pas tout, parce que ces outils-là vous permettent de passer de l'un à l'autre. Voilà. Ce qui m'amène à mon avant-dernier point, les outils de lecture et de traitement du son. Bon, l'idée c'est, vous avez toute une série d'outils qui vous facilitent la transcription. Donc l'intégration ou non du lecteur audio-vidéo et l'éditeur de texte, ça paraît tout simple, mais en fait, il y a notamment ExpressScribe qui n'a pas intégré dans le logiciel. Ça fait deux interfaces, ça donne des choses comme ça. Alors c'est pas très gênant, mais vous voyez que la petite fenêtre de l'audio est séparée de la gestion des fichiers et du texte. Moi, je trouve que c'est moins intéressant dans la mesure où le grand intérêt d'un logiciel de transcription, c'est d'avoir une interface visuelle unique avec tout dedans. Mais c'est pas extrêmement gênant, simplement on retombe un peu sur les difficultés du couplage audio, flavor audio et fichier texte. Deuxième outil, c'est le paramétrage de la vitesse de lecture audio. Donc c'est notamment, vous pouvez jouer sur la vitesse, mais vous pouvez aussi rembobiner automatiquement un peu chaque fois que le transcripteur fait une pause. C'est ce que permet par exemple F4, F5 Transcript. Donc il y a plein de petites fonctionnalités de paramètres de la vitesse qui peuvent être intéressées. Cela dit, si vous changez la vitesse, vous entraînez une modification de la tonalité du fichier audio. Donc certains logiciels vous permettent d'avoir une vitesse de lecture variable mais à tonalité constante, avec des petits outils qui font ça. L'autre outil intéressant, c'est l'identification des tours de parole. C'est-à-dire que vous pouvez coder automatiquement qui parle, les locuteurs. C'est le cas notamment dans Transcriber AG. Donc vous voyez, une fois que vous avez votre balise, avec un raccourci clavier, vous lui dites c'est un tel qui parle, il le reconnaît automatiquement. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça évite les petites erreurs qu'on fait manuellement qui font que des fois on perd du temps dans les transcriptions manuelles. Vous avez aussi une réalité que j'aime bien, qui est le mode dicté dans le logiciel Sonal, c'est-à-dire concrètement, donc c'est ce que je vous disais à propos de F4, F5 Transcript. Dans Sonal, c'est un mode dicté qui permet de transcrire des portions de bande successives de quelques secondes. Donc c'est le rectangle blanc que vous voyez avec la flèche rouge là. Et le lecteur progresse jusqu'à la fin de cette portion-là, puis revient au début et s'arrête en attendant le signal du transcripteur. Donc ça vous laisse le temps de transcrire tranquillement. Vous revenez pour écouter la deuxième fois et être sûr que c'est bon. Donc c'est des petits outils comme ça qui font gagner un temps assez considérable. Autre fonctionnalité, le traitement du son lui-même. La plupart des logiciels ne permettent que peu le traitement du son, mais certains logiciels, comme Pratt notamment, peuvent modifier le signal lui-même, et donc ça offre vraiment des gros avantages. La fonction développeur de texte, alors c'est un programme de saisie semi-automatique qui apprend les phrases utilisées le plus souvent, et les suggère pour permettre de sélectionner et d'insérer du texte à la volée. C'est surtout intéressant quand vous avez un langage très spécifique, genre langage médical ou langage juridique, vous n'avez pas besoin de revenir à chaque fois. Vous avez certains logiciels qui sont compatibles avec des pédaliers USB professionnels. Vous avez un logiciel dans tout ce que j'ai qui est relié à Dragon, donc qui permet de la reconnaissance vocale. J'ai pas pu tester vraiment tous les aspects. En fait, bon, ça fonctionne comme Dragon. Donc si vous avez déjà utilisé cet outil, vous voyez ce que c'est. Et puis dernière chose, vous avez d'autres petits outils comme l'évaluation quantitative du travail de transcription ou ce genre de choses. Enfin,
fini avant de me faire Benoît ou Viviane, les fonctions d'analyse. C'est le 9e, non seulement la fonction fait partie de l'analyse, mais en plus vous avez dans ces outils-là des fonctionnalités d'analyse. La première et la plus évidente, c'est le codage et la notation. C'est-à-dire que dès qu'on transcrit, dès qu'on passe de l'oral à l'écrit, on perd des informations, c'est normal. On peut néanmoins limiter les pertes en tentant pas de transcrire de manière brute les données, mais en les structurant, en les contextualisant. Donc c'est des petites annotations sur le côté éventuellement, l'étiquetage des locuteurs, ce genre de choses. Vous pouvez aussi insérer des signets, qui vous permettent de dire là c'est un passage intéressant, j'y reviendrai plus tard. Donc c'est tout ce système-là d'annotation et de codage qui peut être intéressant. Vous avez les facilités dans la navigation et l'exploration documentaire, donc c'est le cas des signets, c'est le cas des timestamps, etc. Vous avez la possibilité aussi, par exemple, dans Sonal, de faire de l'analyse conversationnelle quantitative, c'est de savoir combien de temps on parle de quoi. Et ça, potentiellement, c'est intéressant. Là, donc là, dans l'exemple présent qui est tiré du manuel disponible sur Internet, vous avez questions-réponses. Combien de temps prennent les propos, en tout cas, des enquêteurs et des enquêtés, ce genre de choses. Et puis, en outil d'analyse, vous avez l'analyse morphosyntaxique, c'est-à-dire, pour le cas des gens qui travaillent sur des dimensions plus linguistiques, la possibilité de beaucoup d'outils qui vont dans ce sens-là. J'en viens donc à ma conclusion. Alors, en termes de présentation, on constate que c'est une miracle pour la simple et bonne raison que le choix du logiciel dépend de l'ancrage théorique, disciplinaire, méthodologique, de ses habitudes de travail, de ses compétences techniques ou de la spécificité du terrain. Donc mon idée ici, c'était de vous donner ces critères-là, et à la limite, à la maison, vous posez ces critères-là sur le papier, vous reprenez cette liste-là avec les sous-critères, et vous dites, voilà mon enquête, voilà mes problématiques, voilà mon ancrage théorique, ce qui m'intéresse, etc. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'article en disant, dans le tableur, est-ce qu'il y a cette fonctionnalité ou pas. Donc c'était un peu ça l'idée, et surtout il me semblait que entre le manuel de méthode généraliste et le logiciel et le tutoriel d'utilisation de tel ou tel outil, il manquait un peu une sorte de ressource intermédiaire, un aller-retour entre les questions méthodo et puis des questions basiques, pratiques, techniques qui sont parfois un peu passées sous silence. Et à cet égard, je suis très content, le webinaire constitue une de ces ressources-là pour permettre de mieux s'y retrouver. Je l'ai dit, ce travail n'était pas exhaustif, donc c'est une base qui pourrait être améliorée et actualisée, parce que ça va très vite, ça bouge très vite ce genre d'outils, actualisé par d'autres membres, d'autres collègues, d'autres membres de la communauté académique ou pas d'ailleurs. Et j'ai essayé aussi de mettre ce que je ne savais pas, c'est-à-dire des informations que je n'ai pas réussi à trouver, je vous l'ai dit, donc n'hésitez pas si vous avez ces infos-là. Voilà, ça peut être une base pour un travail collaboratif, non seulement d'inventaire, de référencement, mais éventuellement plus tard de pour arriver à finir un petit peu tout ce travail-là d'aide finalement aux collègues. Et enfin, bon, j'ai pas parlé de tous les logiciels, il y en a certains que j'ai pas traités, je les ai listés quand même parce que je les ai vus passer, pour ceux que ça intéresserait éventuellement, s'ils sont demandeurs. Et puis dernière chose, on pourrait mentionner un autre critère de sélection, c'est les apports de ces différents logiciels à la transcription pour le travail collectif. Alors je sais que je vais en décevoir certaines et certains d'entre vous, mais aucun outil n'offre en l'état la possibilité d'un véritable travail collaboratif synchronisé. Ça existe pour des logiciels de retranscription, notamment le projet Bentham, il y a une vraie retranscription collective, synchronisée, collaborative en ligne. Cependant, plusieurs des critères énoncés, la plateforme, les formats, les possibilités d'export ou pas, l'interopérabilité, sont des critères à prendre en compte pour l'équipe, si vous travaillez en équipe. Enfin, dernière chose, tout collègue souhaitant étendre et compléter ce panorama en les y intégrant sur les CACDAS notamment, sur d'autres outils, serait évidemment bienvenu. Et ce webinaire pourrait ainsi contribuer à mettre en relation des collègues intéressés par ces questions et à un peu de cumulativité des compétences et des savoirs. Je vous remercie. Bien, mais merci beaucoup Thibaut pour cet exposé marathon à la fois par rapport au tuto et puis aussi par rapport au travail, enfin marathon ou même trail ou ultra trail que tu as fait sur le panorama à la fois
sur quand même 24 logiciels, je crois, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'en connaissais même pas le dixième et encore moins. Et d'avoir pris soin aussi de couvrir l'ensemble des disciplines un peu des SHS. C'est vrai que moi, plutôt dans la sociologie, j'ai pas forcément voir quels sont les logiciels utilisés par mes camarades linguistes. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Avant d'oublier, je rappelle à tous les participants qu'on vous a coupé les micros volontairement pour éviter d'avoir des sons parasites. Je vais peut-être les remettre. Je les remets tous peut-être. Soit tu les remets tous, ouais, parce que je ne sais plus si les participants peuvent les réactiver. Donc voilà, maintenant vous avez la possibilité maintenant de recouper localement à votre guise les micros. Je vous invite vraiment à intervenir à l'oral, hein, c'est plus sympathique et c'est plus dynamique. Mais sinon, vous pouvez toujours intervenir via le chat. Ah, ouais, donc là, voilà, donc on va avoir quelques petites perturbations le temps que tout le monde rétablit sa situation. J'ai coupé Mohamed. Bon. Et du coup, moi c'est vrai que j'ai plutôt, donc je suis un peu embêté pour intervenir parce que je suis plutôt moi de quantitativiste entre guillemets, mais c'est vrai que les difficultés que je rencontre moi c'est sur les aspects collaboratifs en fait. C'est vrai que quand je suis un peu seul, déjà je peux me cacher, je peux bidouiller, je peux faire rustine sur rustine et je le montre pas et personne vient me dire qu'il y avait mieux comme outil, comme méthode. Mais c'est vrai que sur dans les projets collectifs et collaboratifs, sur tout ça, c'est vrai que on est toujours un peu embêté de pas vraiment savoir faire comment partager nos matériaux. C'est aussi le cas en quanti. Et c'est vrai qu'il y a il y a des plateformes, on en a cité certaines, mais on est toujours un peu embêté d'aller mettre nos données sur des sur des plateformes pour faire qu'elles restent chez soi. Il y a un angle mort dans cette présentation, il me semble aussi dans l'article, mais c'est vrai que c'est un point qu'on prend rarement en compte en fait, c'est l'aspect prise de son et matériel. Et ça paraît complètement matériel et technique, mais c'est vrai que quand tu parles de logiciels qui sont presque à traiter le signal, pour le dire très vite, mais essayer de ralentir ou d'accélérer pour rendre les mots vraiment plus perceptibles, en fait, je pense qu'on n'en parle jamais de ça, mais il y a des micros qui sont différents, il y a des enregistreurs vraiment qui sont de qualité différente. C'est vrai qu'on avait souvent des enregistreurs premier prix qui ne sont pas forcément professionnels, mais peut-être que collectivement on pourrait réfléchir, pourquoi pas même organiser un tuto sur la prise de son et les matériels, même si ça peut poser d'autres problèmes, hein, d'arriver avec du matériel professionnel, avec des bonnettes, vraiment plus que même pas en journaliste, c'est quasiment presque on pourrait arriver en équipe de cinéma ou du coup ça peut encore complètement intimider, enfin perturber le processus de recueil des données. Mais c'est vrai que là-dessus, peut-être qu'on pourrait faire un certain nombre de choses. Alors, je peux intervenir? Ah oui, oui. J'ai passé mon micro ouvert, c'est Justine Lascar du laboratoire ICA à Lyon. Et nous, avec Thubon, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Enfin, vraiment merci pour ta présentation et pour, je pense, l'économie que ça peut apporter à tous. Parce que comme tu disais très justement en introduction, on a aussi souvent tendance à aller vers les outils qui sont dans le laboratoire ou utilisés par le collègue d'à côté sans vraiment avoir un choix de méthode, même si on le fait quand même, mais pas en tout cas sur cette variété de logiciels. Moi, nous, on est vraiment en linguistique et en analyse de l'oral, analyse conversationnelle, analyse du discours. Je pense que j'ai découvert au moins une dizaine, voire une quinzaine de logiciels aujourd'hui. Pourtant, c'est plutôt mon domaine, donc déjà, merci beaucoup pour ça. Et pour répondre à la question de Benoît, on a un peu poussé ces réflexions-là de prise de données au laboratoire et puis voilà, avec plusieurs collègues aussi sur justement comment faire
une bonne prise de son avec des outils plutôt simples. Je pourrais vous envoyer un petit peu des liens sur des choses qu'on a déjà un peu créées, soit des prises en main d'Audacity, soit sur vraiment la prise de données elle-même, qu'elle soit vidéo, audio, et effectivement, comment, enfin c'est la phase avant, mais comment déjà bien préparer ces données audio-vidéo pour se faciliter tout le nettoyage, enfin ne pas passer par cette phase de nettoyage et se faire le cadeau d'avoir des belles données audibles et compréhensibles, parce que ça fait gagner aussi, enfin c'est déjà la moitié du travail de fait à réfléchir en amont. Donc voilà, si je veux vraiment, enfin voilà, je vous offre mes réflexions quand vous voulez là-dessus. Justine, si tu as quelque chose d'écrit, on pourrait le mettre en dessous de quoi sur la page là, de Mathé, on pourrait le mettre en dessous de la vidéo pour compléter. Bah, je vous en ferai, En tout cas, moi je suis preneur parce qu'effectivement, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec un iPhone pour enregistrer les entretiens, ce qui me semble un peu étonnant, mais c'est peut-être parce que j'ai pas la chance d'avoir un iPhone. Et l'autre chose, c'est que par exemple là, dans les entretiens que je fais, souvent je privilégie l'enquêté, c'est-à-dire que je mets le micro très proche de l'enquêté. Donc on est vraiment pas sur les logiciels, mais le problème c'est que souvent on comprend pas ce que je dis, quoi. C'est un détail. Bon, je retrouve ma question à partir des réponses, mais c'est vrai que c'est un petit problème, quoi. Ouais. Si je peux juste ça me fait pendant que j'y pense, en fait, moi je trouve l'idée d'un webinaire, mettre à disposition des ressources. Effectivement, à Icar, il y a plusieurs pages, un peu étape par étape, notamment sur ces questions-là. Donc, Justine, merci pour ça. Si on peut, voilà, à plusieurs, de réfléchir à quelque chose autour de ces questions-là, moi je suis 1000 fois d'accord. Et c'est vrai que c'est un angle mort de mon papier dans la mesure où moi j'étais déjà là près. C'est-à-dire, il y a la leçon, maintenant comment on transcrit. Donc bon, et ça c'est totalement vrai. Après c'est d'autant plus important, il me semble, que pour les logiciels de transcription, mais aussi pour les logiciels de reconnaissance vocale, si on a une très bonne qualité d'enregistrement, vraiment le travail après, pas simplement pour la transcription, mais pour la machine, pour qu'il puisse reconnaître et vraiment, parce que c'est à mon avis le principal problème pour que les logiciels de transcription deviennent vite périmés pour beaucoup d'entre eux, les plus simples, et soient remplacés par des logiciels de reconnaissance vocale, ce que certains nous vendent, hein, pour l'instant. Pour l'instant, ils ont quand même du mal à reconnaître les voix si les conditions d'enregistrement ne sont pas tip-top. Donc je pense que c'est une vraie question. Après, sur la reconnaissance vocale, sinon on essaye d'avancer un peu sur le côté transcription automatique, où en fait, on paye une start-up, mais hors de prix, pour faire de la transcription automatique. Ça marche très bien dans les situations d'entretien. Ça marche moins bien, pourtant on a vraiment des matériaux de qualité en termes de prise de son avec des micro-cravates individuelles. Mais la nature des enregistrements, comme tu en as parlé dans ta présentation, de chevauchement de paroles, enfin de paroles authentiques, recueillies de façon écologique, pose aussi des problèmes, même si on a une bonne qualité d'entrée audio, quoi. Mais sur les entretiens, ça marche pas mal. Donc entretien individuel. Ouais. Question-réponse, où on a vraiment un micro par personne. Et voilà. Par contre, c'est pareil, ça fait de la transcription, on en parlait tout à l'heure déjà, un peu sélectif, c'est-à-dire qu'il va enlever tout le paraverbal, les A, les E, les hésitations, les amorces de mots, voilà. Donc après, c'est toujours pareil, hein, comme tu disais, qu'est-ce qu'on dit comme type de transcription, de granularité. Du coup, par exemple, Justine, quand tu dis que vous avez un micro par personne, derrière vous avez une piste par voix, ou c'est ouais, ah oui, donc ça facilite quand même le travail de retranscription. Oui et non, parce que du coup tu multiplies les pistes aussi, mais en tout cas tu peux passer d'une piste. On travaille souvent en mixant plusieurs pistes, hein, on va dire ça c'est le premier jet, et si vraiment il y a une piste, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui chuchote, tu peux aller sélectionner ta piste et muter toutes les autres pour aller entendre. Mais pareil, est-ce que
toujours dans ce que disait aussi Thibaut, jusqu'où on va aussi dans ce travail-là, d'être un peu omniscient sur la situation, ou est-ce qu'aussi on ne transcrit que ce qui est de la parole publique, audible par tout le monde, parce que pour le coup, ça peut aussi créer des analyses où ce qui était chuchoté n'a pas été entendu, par exemple, par une personne du groupe, et de le rendre du coup visible en transcription peut créer des choses un peu curieuses après dans les analyses. Enfin voilà, ça pose d'autres questions aussi d'aller vers cette omniscience, d'avoir beaucoup de micros, beaucoup de caméras, et de rendre visible ce qui n'a pas forcément été visible. Ça après, c'est des questions d'analyse, mais... Ouais. Non, parce que, par exemple, nous, on a testé une méthodologie d'enquête, alors c'était en montagne, à côté d'un refuge, sur des gens qui étaient plutôt là qui venaient de marcher, plutôt pour se reposer, des espèces entre l'entretien individuel ou parfois de groupe, un peu focus group, avec du matériel pas toujours très bon, et c'est vrai que des fois, en fait, on ne sait pas qui parle dans le groupe. Ah oui. Il y a des fois, on récupère quelque chose, le discours d'une personne, plus ou moins. Après, c'est vrai qu'on est sur une espèce de tonalité de groupe, mais là, c'est vrai qu'on était vraiment sur un problème de prise de... Moi, je parle de prise de son, mais c'est vrai que toi, tu peux pas de retrait. Et là, on peut pas aller au-delà, quoi. Mais on va voir comment on peut faire par la suite, éventuellement peut-être un tuto là-dessus. On va voir si ça après, suivant tes pistes, il y a aussi des choses un peu dans la spatialisation du son. Après, voilà, moi, je suis pas un G-son, hein, je mets aussi les choses... mais il y a des petits traitements sur Audacity. Enfin voilà, Thibaut a beaucoup parlé de ce logiciel-là, et c'est un logiciel qui est gratuit, qui est déjà assez puissant dans ce que tu peux faire dans le traitement du son. Ne serait-ce que spatialiser aussi, si tu arrives à isoler les différentes personnes. Toi, c'était un micro, par exemple, que vous faisiez passer, enfin un enregistreur que vous faisiez passer. Pour moi, non, c'était vraiment le petit enregistreur là, qu'on a tous, les premiers prix, posé sur une table en extérieur avec 5 ou 8 personnes, et pas forcément très se concentrer sur un entretien de recherche, quoi. Enfin, c'était on testait vraiment quelque chose, on était vraiment au tout début, donc c'était pas du tout, on n'était pas dans une directivité très prononcée de l'entretien, quoi. Mais on voulait voir ce qu'on pouvait faire. Donc là, c'était vraiment pas un matériel. Tu arrives à voir d'où vient le son, tu peux déjà attribuer la parole, tu vois, si tu vois si elle arrive à gauche, à droite, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Si déjà tu as un enregistrement stéréo, tu peux réussir à reconstruire. Bon, après, voilà, ça dépend des données. Si tu me dis qu'il y avait du vent, les vaches qui beuglent à côté, tout ça, mais voilà. Ah ouais. Du coup, je relance le débat auprès de tout le monde. Alors, j'ai pas. Moi, j'étais intéressé, oui, juste, Benoît, j'étais intéressé par quasiment le phénomène inverse. À un moment, Thibaut t'as dit, et c'est vrai que moi, j'utilise Sonal, hein. C'est que comme on a un alignement du son et de la retranscription, on peut se permettre de ne pas tout retranscrire, et c'est vrai que donc il y a toujours des moments parasites dans les entretiens, et en même temps je suis très embêté sur comment choisir les moments où effectivement c'est vraiment parasite, ou est-ce que je suis en train de rater quelque chose qui au final dans un second temps ou un troisième temps se révélera important. Je ne sais pas si tu as réfléchi aussi à ce problème. Comme vous l'avez déjà remarqué, je suis un peu névrosé obsessionnel. Donc moi j'ai tendance à transcrire tout au sens, tous les mots, etc. Et les hésitations, ce genre de choses. Après, là l'enjeu quand je parlais de Sonal, c'était sur la granularité de l'information, c'est jusqu'où je vais sur les autres informations, le paratexte, ce genre de choses, où là vite c'est vertigineux. Donc pour moi je transcris tout ce qui est dit. Et je mets le paratexte dont j'ai besoin pour comprendre, ne pas mal interpréter un rire, un silence, ce genre de choses.
Voilà, c'était plutôt ça, mais je dis pas que c'est une bonne pratique, je dis juste que je me suis rendu compte a posteriori que ce que je trouvais le moins intéressant finalement me donnait des pistes, etc. Donc maintenant je réfléchis plus trop, je transcris absolument tout là-dessus. Mais c'est aussi, notamment dans le cadre du travail d'équipe, c'est aussi potentiellement cher si c'est externalisé. Beaucoup de réfléchir à pas tout je suis pas un ayatollah là-dessus. Pour les enquêtes individuelles faites par un chercheur où il transcrit lui-même, etc. Et quand il a la chance d'avoir un peu le temps, la possibilité, moi je transcris tout. C'est le paratexte, faut pas y aller trop fort, quoi. Parce que là on note l'action, un geste de main, etc. Enfin c'est infini. Mais est-ce que ça dépend pas aussi, est-ce que ton matériau premier, est-ce que c'est la transcription et que tu vas plutôt analyser tes transcriptions, les mettre dans un logiciel de textométrie pour faire... Enfin voilà, il y a aussi ça. Ou est-ce que de toute façon, tu reviens à ton logiciel où ton son est aligné et où finalement ta donnée principale va plus être ton signal audio ou vidéo? Je pense qu'il y a un peu ça comme question. Exactement. Et que tu laisses en fait un peu comme le petit pousset, quoi, des cailloux sur ta transcription pour et c'est vrai que nous, par expérience, même si on revient très souvent au signal, il y a beaucoup voilà, d'analyses ou de choses qui vont ressortir du texte et pas du signal, même s'il y a un retour toujours après, mais je pense que c'est un petit peu suivant les attitudes, enfin les comportements de travail. Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi Oui, puis c'est ce que tu cherches. Moi, j'avoue que la situation d'interaction m'intéresse moins, sauf si elle dit quelque chose des représentations des enquêtés, parce que ce qui m'intéresse, c'est moi qui provoque la situation. C'est moi qui vais demander l'entretien. Je suis pas en train d'étudier l'action entre des enquêtés, etc. La situation est différente. C'est presque une variable de compte. Le fait faut contextualiser pour éviter de mal interpréter telle ou telle chose. Après, mon expérience de Sonal, par exemple, fait que j'ai vu des gens qui ont découvert des choses en chronométrant, par exemple, le temps de silence. Ça, c'est une expérience très intéressante. C'est un étudiant de Nanterre, je crois, au Master 1, qui avait constaté que les temps de silence dans Sonal étaient... donc c'est dans le cadre d'une enquête, si les souvenirs sont bons, sur les relations de voisinage au Chili. Il y avait un silence hyper long dès que ça parlait des voisins, et c'était à peu près les mêmes durées de silence que dès que ça parlait de la dictature. Et en fait, il a découvert des choses vraiment intéressantes. Il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas parler des voisins, parce que les voisins, c'était potentiellement ceux qui ont balancé le fils, etc. Donc, le fait de voir notamment le son dans Sonal a provoqué des questions qui ne se seraient pas posées autrement. Donc voilà, ça marche un peu dans tous les sens. Voilà. Et du coup, je pose une question, là, mais c'est suite en fait à une remarque de Karine Onfroy, parce que tu as fait en fait introduit sur la reconnaissance vocale et du coup les logiciels de dictée vocale. Tu peux revenir un peu dessus parce que pour moi c'était pas, enfin, c'est super dans ton exposé parce qu'il y a plein de choses auxquelles je faisais pas du tout attention. D'ailleurs, je crois que je t'ai présenté comme tu as fait une intervention sur les logiciels de retranscription. Alors qu'en fait, non, c'est que de la transcription. Mais sur les côtés, on revient encore au matériel. Ouais. Du coup, on va revenir sur la distinction que tu as introduite là, sur les reconnaissances vocales ou les logiciels de dictée vocale. Alors c'est une distinction qui n'est pas technique, c'est une distinction qui est plutôt sur la capacité de tel ou tel logiciel à faire ou pas, à reconnaître ou pas une voix qui n'est pas une voix dont il a déjà intégré via une série de tests le propriétaire. C'est-à-dire que dans les logiciels de dictée vocale un peu classiques, il fallait faire des exercices pour dire A, B, C, certains phonèmes pour qu'il apprenne et qu'il reconnaisse ça. Les derniers logiciels de reconnaissance vocale comme Dragon ou d'autres, même si c'est le leader propriétaire et payant, donc je suis un peu schizophrène, mais il marche bien. Là, il est capable de reconnaître la voix d'enquêté qui a été enregistrée. Donc c'est simplement voilà, c'est pas la dictée vocale que tu as sur ton smartphone qui marche bien, mais il faut que ça soit en direct. Si c'est ensuite via retranscription, il a du mal à le lire et le nettoyage est un enfer infini. Donc la reconnaissance vocale, c'est le moment où il y a un peu d'intelligence artificielle, un petit peu dans l'outil.
C'est là où je mets la frontière. Et pour revenir à ce que disait Damien, moi je pense que les smartphones, j'ai été étonné et ça m'est arrivé d'avoir des enregistreurs qui m'ont lâché. J'ai utilisé mon smartphone parce que j'avais vu des collègues faire ça. J'ai été déjà étonné de la qualité du son. Alors entretien individuel, dans un espace fermé, enfin les conditions étaient faciles. Et surtout, j'ai été étonné de voir des collègues qui, en même temps qu'ils enregistraient le son, appuyaient sur leur logiciel. Vu que l'enquête était en direct, il y a plutôt bien. Par contre, incapable de le reconnaître si c'était enregistré, etc. etc. Est-ce que ça t'éclaire davantage? Dicté, il faut répéter ce que dit l'enquêté, alors que la reconnaissance vocale, l'enquêté parle et le logiciel reconnaît. Juste, excuse-moi, Thibaut, ça marche maintenant, parce que c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai fait un test, c'était il y a 20 ans, donc il y a 20 ans, ça ne marchait pas, je crois qu'on peut le dire. Et effectivement, maintenant, c'est vrai que j'utilise beaucoup la reconnaissance vocale sur Google, sur mon Android, mais quand c'est un entretien, ça marche vraiment? Ou il faut tout reprendre? Non, ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'évidemment, dès que tu as un langage spécialisé ou des enquêtes avec des propriétés locutoires un peu spéciales, ça galère. Moi, dans l'ensemble, j'ai été plutôt étonné. Des choses comme Siri chez Apple ou autre, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait gagner du temps quand même, ouais. C'est moi, quand je dis que mes SMS, il y a quand même au moins un mot par SMS qu'il faut, quoi. Sans compter la grammaire de l'orthographe. Ouais, non, pas. Bon, j'ai pas testé de manière systématique, mais moi j'étais surpris sur le fait que tu avais des paragraphes où évidemment tu as des fautes, tu as au moins 3 fautes par phrase, mais c'est pas grand chose. Le ratio temps de nettoyage par rapport à la transcription brute, ça se discute. Je pense qu'on va vers là. En fait, tu réécoutes. Donc en fait, dans ce cas-là, tu réécoutes l'entretien ouais. Avec le texte devant et tu corriges. Tu te contentes de corriger toutes les erreurs, c'est ça? Ouais, c'est ce que font beaucoup. Maintenant, de plus en plus de collègues jeunes chercheurs, et je pense que ça se discuterait en termes de comparaison, une sorte de hackathon pour je pense qu'il y a des choses. Et l'avantage, c'est aussi que souvent, quand il y a la reconnaissance vocale, il te fait l'alignement avec de ce qui est dit. Comme tu es dans un logiciel avec alignement du signal, tu peux avoir, et ça, pour le coup, tu gagnes à la fois en transcription, mais dans la phase d'alignement texte, image ou texte son aussi. C'est vrai. Je voulais intervenir sur un projet qui, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Il y a un projet en cours qui s'appelle Bulb, qui est monté par l'équipe du LIMSI et qui travaille sur la transcription automatique et l'alignement d'enregistrement, et cette fois-ci sur des dialectes. Donc là, ils sont en train de mettre ça au point à partir d'enregistrements et c'est assez prometteur. Mais est-ce que c'est des dialectes à partir de la même langue ou à partir de différentes langues? Non, tout ça. Pour l'instant, ils travaillent à partir des dialectes, si j'ai bien compris, des dialectes occitans. D'accord. Voilà. Ils nous ont demandé de leur fournir des enregistrements pour faire des tests. Et, voilà. Alors, c'est en cours, c'est work in progress, comme on disait tout à l'heure, mais c'est très très prometteur. Alors, c'est Yves Brun qui est intervenu là? Ah oui. Ah oui, non, voilà. Non, c'était juste pour être sûr. Et du coup, pensez à vous présenter quand vous intervenez à l'oral, là, parce que sinon c'est juste pour savoir qui parle. Et il y a une spécificité dans le chat, si vous faut faire attention parce qu'on peut s'adresser uniquement à certains participants ou à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à mettre un post public, là, comme ça, on sera plusieurs à le voir et à le faire remonter s'il y a besoin. Et je voulais juste dire un petit mot, parce que quand même, donc moi je suis dialectologue, donc effectivement, les enregistrements et les transcriptions, c'est un petit peu ce que je fais tous les jours. Et effectivement, il y a un énorme travail, nous, d'apprentissage, de faire des enquêtes, comment on fait une enquête, quels soins il faut prendre, notamment au niveau des enregistrements, etc. Je trouve que c'est extrêmement important parce que tant l'enquête, meilleure est l'enquête, mais plus propre est l'enquête, plus facile elle est à transcrire. Voilà. Faut savoir que quand on fait une enquête et qu'on veut transcrire en phonétique, un peu pointu, en gros 1 minute d'enregistrement, ça devient 1 heure de transcription. Donc il faut absolument que ce soit le plus propre du monde. Voilà. Et nous on prend vraiment un grand soin à doubler. En fait, on fait un double enregistrement, un enregistrement vidéo et un enregistrement audio.
qu'on essaye d'aligner ensuite par la suite, parce qu'en général, le son de la caméra n'est pas toujours quand même excellent. Mais il y a un grand soin au niveau de l'enregistrement, au niveau des conditions d'enregistrement, de la qualité de l'enregistrement qui vraiment font qu'après, effectivement, la transcription devient, on va dire, plus ou moins facile, évidemment, dans la suite, quoi. Voilà. Alors juste, Thibaut, il y a une question en fait sur Dragon. On peut le coupler avec ExpressScribe, et du coup ça fait. Alors, attends. Et du coup, ce serait de la reconnaissance vocale ou de la dictée? Dans le cas présent, ça ferait de la reconnaissance vocale. Ça ferait tout. Parce que Dragon le fait. T'as pas besoin de répéter. Bon. Moins besoin de répéter. Et juste, Dragon, là, tu l'as testé récemment, parce que c'était le logiciel que j'avais testé il y a une vingtaine d'années, quoi. Je peux pas dire exactement, mais je pense que ça veut pas ça. À l'époque, il fallait passer 2 heures à dicter des textes, etc. Donc ça, c'est fini, par exemple? Ça s'est beaucoup amélioré, mais ce que disait notamment Justine, après, c'est le travail de nettoyage est quand même long dès lors que tu veux faire autre chose que de la transcription du contenu. Le paratexte, le machin, etc., ça c'est l'enfer. Et puis c'est surtout la qualité d'enregistrement qui détermine le truc. Mais oui, ça a beaucoup évolué, même par rapport à il y a 5-6 ans. Je suis assez confiant sur le fait que les technologies de reconnaissance vocale, d'ici, je sais pas, 10-15 ans, vont faire que beaucoup des logiciels de transcription seront moins utiles. Mais par contre, le fait de parler de transcription automatique me paraît abusif. Il y a toujours un travail de nettoyage, de contextualisation, etc. Et oui, par rapport à il y a 20 ans, il n'y a pas de doute. Ça marche quand même pas mal, moi, je trouve. Après, je l'ai essayé il y a 1 an. Voilà. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Nicole. C'est Nicole Lompré. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de l'API de Google pour le son? Je l'ai pas testé. Parce que, en fait, je travaille dans une équipe à l'IRIT de Toulouse et justement, on avait un spécialiste son, donc je lui ai demandé et il m'a dit qu'il n'y avait pas mieux que ça. Le problème, c'est que il faut s'inscrire et mettre sa carte bleue, mais qu'on a quand même droit à 300 € de gratuit. Mais il m'a dit c'est impeccable, il m'a dit c'est parfait. Donc, j'ai pas osé mettre ma carte bleue, mais j'avais bien envie de tester. Alors, il faudrait voir sur la liste, peut-être il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé. Alors, pardon, ouais. On peut dire ce que c'est l'API. Voilà, parce que moi, j'ai pas très plus proche de l'IRIT, donc qui est un laboratoire de recherche informatique de Toulouse que notre collègue de Pau, mais tu peux nous préciser où est-ce que c'est? L'API de Google? Ouais. C'est en fait, si tu veux, je t'enverrai le lien. C'est un lien en fait. Mais tu tapes API Google audio. Oui. Mais ça sert à quoi, Nicole, qu'on sache, on ne voit pas quoi ça sert. C'est pour retranscrire du texte aussi, c'est pareil. Donc tu peux lui donner, tu peux parler. Moi, il me l'a montré, il m'a fait une démo sous les yeux et j'ai été assez impressionnée. Donc bon, je viens juste d'acheter celui dont tu as parlé là. Dragon. Je viens juste de l'acheter, je l'ai pas encore téléchargé. Enfin, j'attends je l'attends là de suite. Bon, c'était une petite question, hein. Tous ceux que vous avez cités m'ont bien intéressé, je vous remercie beaucoup. Non, mais je vous remercie. Encore une fois, moi, je prétends vraiment pas l'exhaustivité, surtout que vous le voyez, ça bouge à une vitesse incroyable et en plus n'étant pas un G moi-même, je fais ça un peu à côté pour le fun. Après les Google APIs, en fait, c'est tout un système d'applications avec des interfaces très différentes. Donc c'est tout l'idée de Google de s'étendre sur plein de services différents et dont l'une des API de Google permet en fait de la reconnaissance vocale. Mais j'avoue que n'étant pas très fan de Google pour son amour de mes données personnelles, j'ai pas testé ça.
Et je pense que sur le réseau MathSHC, sur la liste de diffusion, il doit y avoir des gens qui ont dû essayer. En tout cas, ça vaut le coup de voir si c'est le cas. Ça peut être intéressant parce qu'il y a la proposition effectivement de Benoît, l'idée sur la prise de son et matériel pour un webinar, et puis sur les logiciels de reconnaissance vocale. C'est tout un monde. Hein. Il y a vraiment plein de choses. Est-ce que l'API Google, c'est la même chose? C'est pardon, Justine Lascar à Lyon. Est-ce que c'est la même chose que le petit module sur YouTube qui fait du sous-titrage automatique? C'est ça? C'est différent, c'est encore une autre chose. Non? Oui, mais c'est probablement le même moteur derrière. Il me semble, parce que... Je l'ai donné à redévelopper 2 fois. Pardon. Oui, parce que peut-être une façon de tester, je sais que j'ai un collègue qui avait fait ça. Alors par contre, il faut déposer sa vidéo sur YouTube avec tout ce qu'il y a derrière, mais en lien privé. Enfin voilà, nous on le fait pas sur nos données, mais voilà, je sais qu'il y a un collègue qui avait essayé de faire ça. Et effectivement, le sous-titrage automatique était assez bon. Et je pense que c'est basé sur la même... je sais pas si c'est la même chose ou pas, mais... pour le coup, je trouve ça compliqué de mettre des données, de la recherche sur Google. Enfin, je ne sais pas si c'est en local ou si c'est en ligne. Moi, de ce que j'ai vu, c'était en ligne. Google, c'est forcément en ligne. C'est dans les petits plaisirs. Oui, c'est tout l'enjeu. Bon, après, il y a des gens qui utilisent aussi des techniques de chiffrement. Par exemple, ils trouvent que Google Drive, c'est très utile, donc ils mettent des données qui sont cryptées à l'intérieur. Donc, il y a des options comme ça pour utiliser la force de Google sans subir le crawling systématique. Après... effectivement, je vois mal comment on va pouvoir concurrencer quand même les gros monstres de la téléphonie mobile et de l'Internet sur les logiciels de reconnaissance vocale. Il va falloir un moment avant que ça se démocratise quand même. Du coup, juste une petite remarque sur l'article du BMS, donc qui est actuellement en ligne. Viviane, tu me confirmes. Après, de toute façon, il reste encore disponible sur le site de Sage en téléchargement. Enfin, je vois Thibaut qui confirme par vidéo, donc c'est ça. Et du coup, on mettra aussi le lien sur le site de Mathé. Juste, j'ai des collègues qui ont des difficultés pour y accéder via l'école institutionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ça soit une version publiée online en attendant la version papier que Sage retient le truc pour d'ici juillet. Ça, je ne sais pas, mais des collègues, depuis leur labo, en tout cas, depuis les postes de labo, ont pu y accéder, ouais. Des labos, des entités CNRS? UMR, ouais, CNRS. Ah, alors ça, c'est... Avec tout le problème des abonnements. Alors, je reparcours le chat ou le module questions et réponses. Si vous avez d'autres questions, des remarques, n'hésitez pas, c'est le moment. On approche de... C'est toujours Nicole. En fait, j'avais envie de demander quelle était l'application que tu nous recommandes, en fait, ou que toi tu préfères. Moi, je travaille en sciences sociales, je suis pas du tout linguiste, ce genre de choses. Moi, j'alterne, j'aime bien Transcriber AG. Mais parce que j'ai un biais libriste, je l'avoue. Je trouve qu'il fait bien le job, c'est un multimodal simple. Donc on peut faire un peu autre chose que du paratexte. On peut quand même vraiment baliser, faire du balisage automatique, des locuteurs, faire des petites annotations. Donc il y a un peu une dimension annotation qui se rapproche d'un CACDA, d'un logiciel d'aide à l'analyse qualitative, mais pas tout à fait. Donc celui-là, je l'aime bien pour la transcription. J'aime beaucoup Sonal, mais pour d'autres usages, notamment quand je fais des retranscriptions. Donc je prends des transcriptions qui ont été faites par d'autres chercheurs, et elles ne sont pas toujours complètes, etc. Donc j'utilise les systèmes de balises entre crochets, entre parenthèses de Sonal pour visualiser ce qui relève
de la transcription première, la transcription seconde, mais c'est un usage un petit peu particulier. J'aime beaucoup l'idée de voir du son. Ça, je trouve que c'est la grosse force de Sonal. Et après, moi j'avoue que au début, en tant qu'étudiant, je trouvais que les petits logiciels de transcription tout simples, tout bêtes, avant de se prendre la tête comme donc PM Trans, ça veut dire The Poor Man Transcriber. C'est vraiment la transcription pour les mecs qui n'ont pas une thune, sur une clé USB, etc. C'est pratique, c'est pas aussi avancé, mais quand même ça fait le job. Et après on peut faire un copier-coller sur des outils plus évolués. Voilà. J'ai exclu tout ce qui me demandait soit mes données personnelles, soit ouais. Juste quand tu changes de logiciel, tu perds quand même tout ce qui est alignement, son, transcription, non? Par exemple, moi je fais transcrire un truc bête, je fais transcrire aux étudiants sur Sonal et je récupère sur Renvivo, je perds tout l'alignement. Oui. Je garde que les blocs, j'arrive juste à garder les blocs, c'est-à-dire quand ils font des sections là sur Sonal, ça je peux garder mais je garde pas le reste. Oui, il y a encore du boulot d'interopérabilité, déjà entre les CACDAS entre eux et entre les logiciels de transcription et les CACDAS. Je pense que c'est MaxQDA qui est le plus avancé parce qu'il y a une sorte de partenariat entre F4 et F5 Transcript, F4 Windows, F5 Apple Transcript, boîte allemande si mes souvenirs sont bons, et MaxQDA. Donc il y a des passerelles qui sont en train de se créer et il y a la possibilité dans certains outils de récupérer au moins les annotations, qui se transforment en mémo par exemple sur Atlas TI. Mais il y a des choses même basiques. Atlas TI, vous perdez la numérotation des pages quand vous passez d'un fichier texte à la transcription qui est dans le logiciel, donc sauf si c'est un PDF. Donc il y a plein d'enjeux encore, on n'y est vraiment pas, hein. On n'y est vraiment pas là-dessus. Et puis je pense qu'il y a un enjeu de concurrence où maintenant les ad-hoc sur Atlas TI ont la possibilité de relier des modes différents, donc ils veulent se mettre un peu multimodal. On est vraiment sur un marché très très concurrentiel. Tout le monde fait. Sonal, juste pour faire une remarque, Sonal, si vraiment on est très strict et qu'on bricole un peu, on arrive à partager les transcriptions. C'est-à-dire on arrive à avoir... en fait, le gros problème de Sonal, c'est quand on va thématiser, c'est surtout le codage derrière. Si on est comment dire, chacun va mettre ses propres codes, et donc ils vont se superposer les uns les autres quand on va concaténer tous les fichiers. Et en fait, Alex Albert m'a gentiment répondu sur ce problème, et en fait on peut déterminer le numéro du code, un chiffre qui va correspondre à notre code. Et donc, il suffit de se mettre pour chaque retranscripteur, par exemple, que toi, tu es de 1 à 50, toi, tu es de 51 à 100, et après, nous, on a un Google Doc avec les définitions des codes, et donc, si on réutilise un code, on va le recréer chacun, mais avec le même numéro, le même nom. Et donc, comme ça, quand on va fusionner, ça va bien se passer, quoi. Mais ça oblige quand même à être... donc, c'est la même portion. Ouais. Mais non, pas la même portion. Par exemple, je crée le code, je sais pas, conditions de travail. Ouais. Et ben, je vais lui affecter les numéros 51. Et donc, si Benoît veut lui aussi parler de conditions de travail, il va voir dans le Google Doc que moi je l'ai créé, que je lui ai mis le code 51, et donc il va le créer en disant il faut que ce soit le 51. Et donc, comme ça, après, on va faire, quand on va importer les transcriptions de tout le monde, le code 51 va bien correspondre pour tout le monde à conditions de travail. Et dans ce cas-là, tu peux effectivement te partager les transcriptions, parce que chacun va travailler en offline chez lui, etc., au bureau, mais voilà, et à la fin, on va pouvoir intégrer tout le monde avec le codage. C'est comme dans le cas où on a aussi fait le codage en même temps. Parce que s'il n'y a pas de codage, c'est très facile. S'il n'y a pas de codage, c'est très facile, on reprend les fichiers et on les réimporte. Ça, c'est facile. Ouais. Et on a une seule base de données qu'après on peut se partager. Voilà. Alors Viviane, j'ai une mini question, je suis désolée, je parlais dans le vide tout à l'heure, j'avais un problème de micro que j'ai résolu, donc j'ai bien noté le problème pour les abonnés aussi, enfin d'Online First qui ne marchait pas là. Oui, c'est une mini question, je me demandais, parce que souvent dans tes réponses là et dans ton exposé, tu as utilisé le terme de logiciel simple ou de logiciel difficile, et je me demandais si tu parlais de complexité de l'information que tu codais ou transcrivais, etc., ou de
simplicité ou facilité technique d'utilisation au sens basique du terme, ou c'est un peu les deux, ou si les deux sont liés en fait. C'est plus tu as des possibilités de richesse du paratexte, granularité, etc. Alors c'est de plus en plus dur d'utilisation du point de vue technique, ou est-ce que c'est complètement pas lié et que ça dépend des logiciels? Non, c'est une bonne question, c'est clairement lié. C'est clairement lié, c'est-à-dire que plus tu veux du multimodal, de l'alignement, de la synchro, de la richesse de contextualisation, plus on va avoir un langage qui est de moins en moins WYSIWYG. C'est moins ce que tu vois, c'est ce que tu fais. Ça va être de plus en plus des langages artificiels avec des balises. Donc, il faut avoir un peu l'habitude faire de la programmation, même si c'est programmation, mais je sais que ça fait toujours les premiers chocs, des fois où tu fais des phrases avec des caractères spéciaux. Quand je dis que c'est difficile, c'est ça, que c'est dur à lire pour les néophytes, et il faut un coup d'entrée technique bien supérieur pour comprendre la manière dont ça fonctionne. Et après, dans des logiciels comme Pratt ou d'autres, je trouve qu'on est presque pas loin de la programmation, quoi, parce qu'on peut modifier le signal, mais ça implique du codage au sens informatique, cette fois pas le codage CADI. Donc à la fois, il y a tout ce que permet ces logiciels, le coût d'entrée à chaque fois est légèrement supérieur en termes de compétences informatiques, et plus on veut de données riches, et plus on va devoir avoir un langage qui n'est plus un langage naturel, même dans la terminologie des outils. Ok, merci. Merci à tous. Mon micro est ouvert, c'est bon. Donc, je refais le tour du chat et des questions et réponses. Voilà, je vois plus grand chose. On arrive quasiment à l'heure de fin, d'ailleurs même on y est. Donc je sais pas si il y a des questions là de toute dernière minute, c'est le moment. Sinon on va passer sur la conclusion générale de ce tuto. Thibaut, merci beaucoup pour ton exposé et puis ta disponibilité et d'avoir pris le temps de partager ces expériences au pluriel avec nous. Je pense que ça a été vraiment intéressant pour nous tous, quelles que soient nos disciplines ou nos pratiques. Donc je rappelle qu'on mettra des documents sur le site web de Maté à disposition de tout le monde, et puis qu'il y a ton article sur le site du BMS pour aller un peu plus loin dans ton exposé. Du coup, nous sur les tutos, ça va être on va faire une petite pause pendant l'été. Avec Viviane et Damien, on a repréparé un programme, mais qui n'est pas encore public pour la rentrée. On aura notamment des interventions sur Linkage, une plateforme pour faire à la fois de l'analyse textuelle et de réseau. C'est grosso modo, c'est une technologie qui permet de répondre qui parle de quoi et avec qui. Et donc Myriam Stein nous présentera cette plateforme. Ensuite, on va rester encore sur la visualisation de réseau avec Benjamin Bach qui nous présentera une plateforme qui s'appelle Historian, qui est plutôt pour la visualisation de réseaux pour des historiens, mais ça va intéresser beaucoup de personnes parce que ça permet à la fois de visualiser des réseaux de données relationnelles, des réseaux de lieux, et donc là c'est encore une plateforme, mais qui offre l'avantage d'avoir des visualisations dynamiques de plein de réseaux différents, pour le dire très très rapidement. Et donc, voilà, on sera en plein dans une préparation pour l'ANF, l'action de formation DataVis qui aura lieu cet automne. Et puis, on a aussi en tête un tuto sur les entrepôts de données qu'on est en train de concevoir, parce qu'on voudrait vraiment l'orienter, entrepôt de données SHS, à la fois avec des aspects critiques, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui peut se faire et tout ça. Donc, on a tout un programme pour la rentrée. Donc on sera ravis de vous retrouver, et puis certainement on va voir là sur cette idée de tuto sur peut-être sur la prise de son dans les enquêtes en SHS et la retranscription. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies de tuto, si vous avez envie de faire un retour sur des expériences que vous avez eues.
des expériences heureuses ou malheureuses. C'est toujours intéressant de savoir aussi des fois pourquoi ça marche pas et pourquoi si on repart dans la même direction que vous, on risque de se casser le nez. Viviane, si tu veux compléter, Viviane et Damien. Simplement aussi début 2019, au cas où ça intéresserait certains, il y aura aussi un tuto sur la toute dernière version de Gargantext, puisqu'ils sont en train de le redévelopper une version updatée, quoi, et donc ils la présenteront quand elle sera terminée, et sans doute début 2019. Voilà, c'est tout. Sinon, merci beaucoup à Thibaut. Je crois qu'on voit dans le chat que vraiment plein de gens ont l'air tout contents. Merci beaucoup. Merci.